Nous recevons maintenant M. Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur, ancien président directeur général d'Atos. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de vous être rendu disponible. Vous vous êtes investi dans la régulation du secteur numérique. Selon vous, nos dépendances technologiques vis-à-vis d'entreprises extra-européennes sont-elles une menace pour notre souveraineté? Est-il encore temps d'y remédier? L'indépendance de l'Union européenne en matière de technologie numérique passe-t-elle nécessairement par la régulation? Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Je vous remercie de nous déclarer au préalable tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Nous pourrons ensuite échanger sous forme de questions-réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, s'il vous plaît, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci beaucoup, je vous cède la parole. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Et donc, merci. Heureux de me retrouver parmi vous. J'allais dire, avec beaucoup de plaisir, une fois de plus, parce que vous en avez, les commissions d'enquête à l'Assemblée. Hein. Ça commence à fleurir. Hein. Enfin, c'est pas une critique, hein, parce qu'on est toujours très heureux de revenir, mais c'est juste préalable. J'ai fait un petit graphique que je vous remettrai à la présidente de l'inflation des commissions d'enquête. Alors, tant qu'on reste dans le champ, ça va, comme c'est le cas ici. Ce n'est pas à moi de juger les autres, mais je vous ai apporté également la liste de toutes celles qui ont eu lieu depuis 2005. Elles sont intéressantes. Enfin, en tout cas, ça me fait très plaisir d'être là et d'essayer d'éclairer les travaux de la Commission sur un sujet qui est absolument essentiel pour notre souveraineté, au fond. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, à un moment où, effectivement, le monde est totalement, j'allais dire, chamboulé dans son organisation, et notamment, j'allais presque dire d'après-guerre, qui était une organisation qui reposait sur un terme essentiel qu'on va retrouver du reste peut-être comme un fil conducteur, si vous le voulez bien, au cours de cette audition, qui est au fond là, quelque chose qui s'est passé depuis, écoutez, je vais commencer à le dater, depuis le 20 janvier 2025. 20 janvier 2025, ça ne vous a pas échappé, c'est l'avènement de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Et depuis cette date, effectivement, beaucoup de choses ont été bouleversées dans le monde. Et en particulier, il me semble qu'il y a un élément à retenir peut-être, c'est la perte de confiance. Or, notre architecture de sécurité, et notre architecture tout court, depuis l'après-guerre, et en particulier pour nous, en Europe, mais aussi en France, et j'allais dire d'une façon générale peut-être en Occident au sens large, même si ce terme aujourd'hui est en train de perdre de son sens, nous étions, je dirais, nous avons rebâti ce monde d'après-guerre, bouleversé, chamboulé, détruit, sous cette espèce d'arc, avec une pierre angulaire qui était la confiance. Alors, ça se traduisait évidemment pour notre architecture de sécurité. Parlons de partir peut-être d'aussi haut, mais je crois que c'est important parce que c'est pour qualifier évidemment nos besoins dans ce nouveau monde qui se dessine, qui n'était peut-être pas nécessaire dans celui dont j'estime, moi, qu'il vient de, j'allais dire, s'effondrer. Cette pierre angulaire qui tenait précisément cette architecture, à l'abri de laquelle nous nous sommes développés, cette pierre angulaire, c'était la confiance. Alors on pouvait la traduire évidemment d'abord dans les accords commerciaux. Un accord commercial, c'est basé sur la confiance. Et c'est encadré par la loi qui va veiller que cette confiance est respectée. Un accord, par exemple, de commerce international, par exemple, que supervise l'Organisation mondiale du commerce, c'est basé sur la confiance. Le fait que lorsqu'on a une relation contractuelle, y compris à un niveau d'État, ou plus large encore, à un niveau d'un continent comme l'Union européenne, qui a, on le sait, la compétence exclusive dans la gestion des relations internationales, basée sur la confiance. En matière de défense, quand on rejoint l'Organisation nationale de l'Atlantique Nord, l'OTAN, eh bien on sait qu'on a l'article 5, qui est un article qui, évidemment, stipule que lorsque l'un d'entre nous est attaqué, alors tout le monde est attaqué, et on a l'obligation de défendre celui qui est attaqué. Cette obligation est basée sur la confiance. Lorsque on signe un contrat et qu'on sait que, par exemple, on va traiter de données qui sont confidentielles et que personne d'autre que ceux qui y ont accès vont avoir accès, c'est basé sur la confiance, y compris par rapport à des fournisseurs. Voilà.
On va parler évidemment peut-être du Patriot Act, on va parler du Cloud Act, on va parler effectivement de ces nouvelles lois qui brisent au fond cette notion de confiance. Donc je voulais juste peut-être commencer par cela, parce que je crois que c'est très important de voir que ça c'est le monde dans lequel on est. Il a fallu 70 ans pour bâtir cette architecture, quelques jours, minutes, heures, pour la fracturer puis la faire effondrer, et on est désormais dans ce nouveau monde. Et voyez-vous, mesdames et messieurs, quand la confiance n'est plus là, pour bâtir précisément les relations entre des États, entre des supra-États, entre des entreprises, voire entre des citoyens, parce que vous êtes législateur lorsque vous ne siégez pas dans des commissions d'enquête. Et en tant que législateur, vous organisez précisément le droit, l'état de droit, basé sur la confiance que vous demandent les citoyens pour établir leur vivre ensemble. Et lorsque cette confiance n'est plus là, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est remplacé par les rapports de force. Alors ça, on le voit évidemment chez nous, y compris dans les endroits, dans les zones de non-droit, donc de non-confiance, mais c'est vrai aussi au niveau des États, c'est vrai au niveau des entreprises. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment qu'on s'arrête sur cette notion, parce que c'est ce qui va recalibrer, redéfinir précisément. Vous avez choisi un domaine extrêmement important et qui m'est cher, vous le savez, c'est pour ça que je suis heureux d'être là. Sérieusement, vous prenez mes petits propos liminaires pour le fait que ça me fait plaisir d'être là et on se connaît avec un certain nombre, mais sincèrement, le sujet est extrêmement important parce que dans l'espace informationnel, précisément, moi, qu'est-ce que je me suis efforcé de faire? Je me suis efforcé de mettre de la confiance. Et ceux qui ne veulent pas de la confiance se sont efforcés à la mettre à mal, y compris à essayer de pénaliser, de punir, de bannir celui qui était vu comme ayant été l'architecte, c'est comme ça qu'on m'a qualifié, en tout cas, pour justifier le fait que j'étais désormais interdit de séjour aux États-Unis. Certains disent banni, parce que précisément, j'ai contribué, c'était mon travail, donc je n'en tire aucune gloire, de proposer aux co-législateurs, donc les co-législateurs, c'est évidemment le Parlement européen et c'est le Conseil européen, de bâtir une architecture de confiance dans cet espace informationnel. Parce que quand il n'y a pas de confiance dans l'espace informationnel, alors qui sont ceux qui vont se substituer à ce manque de confiance? Ce sont ceux précisément qui vont fournir des services hors contrôle, hors règle d'état de droit. À ce moment-là, on livre nos enfants en particulier, nos adolescents, nos préadolescents, mais pas que, nous aussi, notre démocratie, à ceux qui n'ont pas reçu mandat pour ça et qui vont faire appliquer leurs propres règles, j'allais même dire peut-être leurs propres lois, au détriment de ce que nous bâtissons, de ce que vous bâtissez. Et c'est votre rôle, c'est votre travail, c'est votre mission, celle que vous avez acceptée en acceptant de servir l'intérêt général dans le cadre précisément du mandat que vous obtenez, et que vous avez obtenu et que vous exercez, c'est-à-dire à légiférer, mettre des règles de droit et donc de confiance. Alors vous le faites dans l'espace physique, mais pas encore assez dans l'espace informationnel. Ce n'est pas une critique, c'est parce que c'est naissant. L'espace informationnel, il a 25 ans. L'espace informationnel, on le voit apparaître à peu près au début de ce siècle, lorsqu'on est à la troisième phase de la révolution de l'information. Je veux juste m'arrêter maintenant sur ce deuxième point. Qu'est-ce que c'est que cet espace informationnel? Pourquoi on en parle? Pourquoi vous m'invitez aujourd'hui à en parler? Pourquoi vous avez décidé de cette commission, de ce travail ensemble? Tout simplement parce qu'on est à la troisième phase de maintenant la quatrième, mais je vais y revenir. Début du siècle, on est à la troisième phase de cette révolution de l'information qui va apparaître en 1942-1943 avec le premier ordinateur, ENIAC, Los Alamos, donc 18 000 tubes. C'est le premier vraiment calculateur, ordinateur qui est mis en place pour le projet Manhattan, on le sait donc, c'est-à-dire le projet sur lequel travaillent les États-Unis pour la première bombe nucléaire, qui va générer ensuite va évoluer, donc c'est la première phase, 1945, à peu près 25 ans de phase, les cycles, dans l'évolution de l'information, c'est en gros 25 ans, c'est une génération en fait. Donc super, très gros calculateur. Ensuite, deuxième axe, on rentre dans ce qu'on appelait dans notre jargon les mini, donc on est à peu près dans les années 75, vous voyez. Après ça, dans les années 75 aux années donc 2000, on va rentrer progressivement dans les PC, donc des plus petits, qui vont se passer à partir des années 2000, permettre de se mettre en réseau, c'est très facile, c'est utile, et c'est précisément parce qu'on les met en réseau qu'on va commencer à générer des informations, des volumes absolument gigantesques d'informations, entre 2000 et 2025, avec évidemment l'avènement de l'Internet, donc au tournant du siècle, et donc qui va voir apparaître ces montagnes d'informations, ces étabytes d'informations, qui commencent à être des informations d'ordre privé, personnel,
C'est sur ce reste, l'émergence de ces informations que vont commencer à prospérer, d'abord se créer, puis prospérer les GAFA, qui vont donc utiliser ces données personnelles et qui vont commencer à les gérer, les stocker et proposer des services dans cet espace informationnel. Et puis, on est maintenant dans la 4e phase, 25 ans après, donc c'est pour ça que c'est l'intelligence artificielle, il faut en parler aussi, qui n'est pas pour moi une révolution, qui est simplement le 4e acte de cette évolution, donc de la révolution de l'information qui, elle, se déroule, on le voit donc quasiment sur un siècle. On est dans le dernier acte où, pour l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait? On a stocké, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, donc l'intégralité donc, des traces informationnelles que l'on a laissées dans cet espace informationnel, à travers les data centers, évidemment. En d'autres termes, tout ce qu'on a fait entre 2000 et 2025 eh bien, a été plus ou moins stocké, géré dans des data centers. Et donc maintenant qu'on a ce patrimoine de traçabilité d'un nombre important de notre activité humaine, bien, pour les 25 ans qui viennent, en gros, puisque c'est des cycles de 25 ans, on va pouvoir aller rechercher donc, dans les traces qu'on a laissées des cas similaires qui peuvent se produire à nous, de façon très rapide évidemment, supercalculateur, rapidité, pour aller répondre dans ce qu'on a généré, laissé, à des situations donc, que l'on vit aujourd'hui, et par effet probabiliste, reprendre les expériences et en déduire les réponses à des questions qu'on peut se poser. Et ça, c'est pour les 25 ans qui viennent. Donc c'est la 4e phase. Si je dis tout ça, c'est que tout ça s'est fait évidemment, donc avec un petit point par parenthèse, où on peut dire que nous, ben comment ça se fait? On était à peu près présent avant, on a raté la création, l'émergence de l'espace informationnel dans le sens où c'était pour la première fois à partir de 2000 où on commençait à gérer et à générer des données personnelles et qu'on a vu apparaître évidemment les GAFA et les premiers d'entre eux c'était évidemment Facebook, Google et autres. Alors on est toujours émerveillé par ça. Il se trouve que moi je connais assez bien l'ensemble des acteurs, ça a été ma vie, donc je n'en tire aucune gloire autre que celle d'avoir été moi-même un acteur et de les avoir côtoyés donc, pendant toute cette période. Beaucoup d'entre eux, du reste, ceux qui ont créé ces GAFA aujourd'hui, qui sont aujourd'hui très présents dans cet espace informationnel, et on va revenir encore une fois pour requalifier cet espace informationnel, eh bien, ceux qui sont devenus des GAFA, à la base, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé tout simplement, commencé à se positionner pour utiliser les données personnelles qui étaient générées, donc, à travers, justement, l'interconnexion Internet, donc au début des années 2000. Et pourquoi c'est apparu aux États-Unis, puis ensuite en Chine? C'est pas parce qu'on est plus idiots que les autres, mais c'est parce qu'ils avaient, eux, l'émergence, la possibilité d'avoir accès immédiatement et la création d'un marché de 330 millions de consommateurs, alors que nous, on était 27, avec 18 langues, des barrières, 27 régulations ou tentatives de mettre de la régulation, souvent du reste orthogonal d'un pays européen à l'autre. Et au fond, alors qu'aux États-Unis, un jeune qui décide au bout d'un an d'abandonner ses études en première année de BS de Harvard et qui va créer un annuaire, ce qui est une très bonne idée. Enfin, moi je suis ingénieur, voilà, c'est pas non plus, comme on dit dans mon jargon, de la rocket science, quoi. Enfin, il va créer un agenda, et ben cet agenda c'est Facebook, oui d'accord, Facebook, voilà, comme ça je peux identifier qui est à Harvard. Tiens, ça marche, c'est sympa, ça match, ah ben je vais pouvoir l'élargir, et puis comme il y en a 330 millions, ça va vite, et on commence à avoir le développement. Et c'est comme ça qu'est né Facebook. Et les autres sont tous nés de la même façon. Donc c'est souvent du reste avec les mêmes modèles, des jeunes qui imaginatif, hein, parce que les États-Unis, c'est vraiment une terre d'opportunités, d'innovation, on peut faire de tas de choses, mais on a aussi un marché. Et quand on parle d'espace informationnel, ce qui compte, c'est évidemment les données, et ce qui compte, c'est des données structurées, à peu près homogénéisées. Et donc, évidemment, quand on a un marché de 330 millions et qu'on a une langue homogène et pas de barrière, eh ben, ça va vite. Et donc, c'est la raison pour laquelle se sont créés ces GAFA et que nous, on n'a pas pu. Voilà, c'est une question de volume. Hein. Les GAFA, les données, l'information, l'espace informationnel, ce sont des données, donc c'est du volume. Et c'est du volume, donc, qui est important. Alors, dans tout ça, on a donc désormais en superposition, donc, puisque, pour ça que j'ai pris un peu le temps, si vous voulez, de poser l'espace informationnel sur ses fonds baptismaux et sur son histoire, on a désormais cet espace informationnel dans lequel, ce qui n'était pas le cas au début du siècle, mais une génération plus tard, 25 ans, une génération, 2025, qu'est-ce qui se passe? On est tous dans cet espace informationnel et on passe entre 4 et 6 heures par jour en moyenne, ça c'est en gros 4,5 5 heures en moyenne,
par jour dans cet espace informationnel, c'est-à-dire pour nous tous plus de temps qu'on passe dans la rue. Bon, alors vous légiférez à juste titre, et c'est dans ce qui se passe pour l'espace physique, et Dieu sait qu'il faut en permanence légiférer parce que l'imagination humaine n'a pas de limite, y compris dans ses côtés déviants. Mais alors dans l'espace informationnel, là, c'est le no man's land. Et donc c'est la raison pour laquelle, moi-même, lorsque je suis arrivé à Bruxelles, et que j'avais comme responsabilité, ce qui était intéressant, à la fois le marché intérieur, c'est-à-dire le marché qui est constitué du marché intérieur physique, matériel, de nos 27 États membres, mais aussi le numérique. Et donc je me suis attaché à dire, je vais faire enfin superposer le marché intérieur avec un marché numérique. Et un marché numérique unifié. Et c'est comme ça que je me permets de dire qu'il faut voir, parce que c'est vraiment ce qui m'a motivé, certains le savent, on en a déjà parlé ici, dans cette salle, mais c'est vraiment ce qui m'a motivé, c'est le fil conducteur, la vision que j'ai eue, pour non pas, encore une fois, proposer. Je rappelle que la Commission, elle ne fait que proposer les textes, et que ceux qui vont ensuite en débattre, les modifier, les voter, ce sont les parlementaires européens, c'est-à-dire vous-même, l'équivalent de l'Assemblée nationale, donc au niveau européen, et le Conseil européen, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat au niveau européen. C'est vraiment notre Sénat et notre Assemblée, ou si on prend une métaphore américaine, notre Chambre des représentants et notre Sénat, les deux co-législateurs, donc, qui s'emparent des textes ensuite, qui les modifient, qui les votent, et ensuite les mixent, je dirais, non pas dans la navette, mais dans ce qu'on appelle les trilogues chez nous. Et donc, j'ai voulu proposer, donc, pour la première fois, alors non pas des directives, parce que les directives, comme vous savez, elles donnent un cadre, et puis ensuite, elles doivent être ensuite, je dirais, votées par l'ensemble des 27, les parlements des 27. C'est très bien d'un point de vue démocratique, mais ça nous aurait créé encore des barrières, et ça n'aurait pas répondu à la problématique que je viens de dire. Donc c'est pour ça que j'ai proposé des règlements. Les règlements, comme vous le savez, sont des lois d'application directe, donc qui vont s'appliquer définitivement. C'est un peu plus long, c'est un peu plus lourd, mais dès qu'elles sont débattues, amendées par le Parlement européen, débattues, amendées par le Conseil européen, alors elles sont votées, et donc elles s'appliquent directement à l'ensemble, aux 27. Et c'est comme ça qu'il faut voir ce bouquet, je dirais, de lois que j'ai contribué à mettre sur pied, qui me vaut aujourd'hui donc d'être banni des États-Unis, c'est-à-dire, et on va y revenir parce que c'est sans doute pas pour la raison qu'on croit, je vais y revenir. Parce que, évidemment, pour la première fois, enfin, on a le DGA. Le DGA, c'est le Data Governance Act, qui va définir dans les données qui sont générées par les activités publiques ou gouvernementales, lesquelles on peut utiliser, lesquelles sont complètement strictement réservées à l'activité, l'entité publique, lesquelles peuvent être partagées pour créer précisément de l'activité ou des services, le DGA. Donc, car en fait, il faut bien, vous voyez bien, dans cette nouvelle économie, dans ce nouvel espace, il faut voir les données qui sont des données stratégiques, structurées, les données qui peuvent être utilisées pour créer de l'activité et créer du service. Mais encore faut-il mettre la barre. Sans ça, c'est la jungle. Et sans ça, on est ouvert à des class actions, des discussions juridiques sans fin. Donc on met du droit et donc de la confiance. Pas d'innovation s'il n'y a pas de confiance. Je le redis pour que ce soit bien clair. Pas d'innovation s'il n'y a pas de confiance. Et donc tous les idiots utiles qui disent qu'aux États-Unis, on innove, en Europe, on régule, sont les idiots utiles, pardon de le dire, je ne veux pas être méprisant avec personne, c'est un terme générique. Les idiots utiles qui vont se faire le porte-voix des GAFA, qui le disent en veux-tu, en voilà, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas qu'on fasse ça pour continuer leur hégémonie. Deuxième acte, c'est le Data Act, qui lui, dans l'ensemble des données, alors cette fois-ci professionnelles et industrielles que nous allons générer. Et j'ouvre une parenthèse, si vous le permettez, Monsieur le Président, dans ce domaine, parce que si on a raté la première révolution personnelle, des données personnelles, on est très bien passé, c'est pour ça qu'il fallait très vite avoir un cadre de droit pour les données industrielles et professionnelles. Et pourquoi je dis ça? Parce que, alors que les États-Unis se sont désindustrialisés à la vitesse grand V depuis 2000, massivement. Je peux en porter témoignage, j'étais président dans ma carrière de ce certain nombre d'entreprises, Orange en particulier pendant longtemps, enfin un certain temps, Thomson aussi aux États-Unis, qui s'appelait RCA, c'était le premier fabricant de consumer electronics. Ce que nous demandaient et les actionnaires et l'État, c'était de mettre les usines, non plus de les laisser aux États-Unis, mais de les mettre plutôt dans ce qu'on appelait les maquiladoras, c'est-à-dire la frontière du Mexique, parce que on était dans une recherche de coûts,
C'était vraiment demandé et par les actionnaires et l'État américain. Je peux en porter témoignage, qui nous disait, mais allez-y, quoi, il nous faisait des facilités. Et puis ensuite, d'aller les installer dans l'étroit de la rivière des Perles, donc c'est-à-dire entre Canton et Shenzhen. Et les États-Unis se sont désindustrialisés, beaucoup, beaucoup plus que nous, et heureusement, nous, moins. Alors, moins en Europe, un peu plus en France, mais vous avez dans la liste des commissions d'enquête une commission d'enquête sur la désindustrialisation, donc je suis sûr qu'elle saura éclairer la représentation nationale. J'ai pas été invité à celle-là encore. Mais non, je ne demande rien. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons, nous, une base industrielle qui est encore très solide en Europe. Alors, moins forte qu'en Chine, puisqu'en Chine, on sait que la Chine représente aujourd'hui à peu près 33% de la base manufacturielle mondiale. C'était 1% en 2025, en 2000. Hein. Oui, en une génération, ce qui s'est passé. 1% de l'industrie mondiale, 33% de l'industrie mondiale. Mais la révolution de l'information et de l'intelligence artificielle, c'est pas ce qui est devant nous, c'est ce qui est derrière nous. Donc nous, on a ces traces informationnelles industrielles majeures. Parce qu'entre 2000 et 2025, personne n'a l'historique informationnel que nous avons, nous, dans nos usines. Alors on dit souvent le savoir-faire. On a du savoir-faire humain, évident, de logistique, bien entendu, de manufacturing, c'est certain, mais aussi des informations qui ont été générées à travers l'exploitation même de ces usines. Moi, je peux vous dire que quand je cherchais des directeurs d'usine, quand j'étais chef d'entreprise, on n'en trouvait plus. Les Américains avaient disparu, ils ne savent plus gérer des usines. On savait les trouver en Europe, en Allemagne, en Italie du Nord, en France un peu moins malheureusement, parce qu'on s'est trop désindustrialisé, en Pologne beaucoup, et puis on en trouvait aussi évidemment en Chine. Mais ce qui est important, c'est que donc nous avons un patrimoine informationnel extrêmement important, on génère un nombre très important de données industrielles qui vont être évidemment une montagne de zétabytes d'informations qui vont nous permettre de développer des applications, du savoir-faire, des programmes, des services sur des éléments très importants pour notre productivité, alors que ce qu'on utilise pour l'instant, avec tout ce que vous utilisez, c'est sur les usages personnels qui sont l'historique des années 2000-2025. Donc ça, c'est un patrimoine devant nous qu'il faut absolument préserver. Mais comment le préserver? C'est-à-dire dire, à qui ça appartient? Je vous prends un exemple. Lorsque vous conduisez, vous générez à peu près 30 pétaoctets de données par jour. Bon, à qui ça appartient ces données? À vous, à nous, conducteurs, aux constructeurs automobiles, à la société d'assurance, aux sociétés de maintenance, au garage qui vous maintient la voiture. Donc on a mis des règles. Ça s'appelle le Data Act. C'était très compliqué pour organiser, là encore. Et c'est pas, vous voyez, c'est pas de la régulation, c'est de l'organisation. On a commencé à organiser progressivement, mettre des règles de droit et donc de confiance dans l'espace informationnel. Mais nos amis américains, ils veulent pas ça. Parce qu'évidemment, ils ont déjà les services tout faits. Vous inquiétez pas, j'arrive. On a tout prévu, on a tout innové, on arrive clé en main. Mais vous inquiétez pas, on a les systèmes de paiement. Mais vous inquiétez pas, on a les systèmes aussi de reconnaissance. Mais non, les cartes d'identité, ça appartient à l'État. Mais non, le paiement, c'est souverain. Mais non, vous voyez, donc si on prend le problème comme j'essaie de vous le présenter, on voit bien, pour répondre à votre question de souveraineté, pourquoi il faut mettre des règles de droit, de confiance, dans cet espace informationnel. Et le Data Act, c'est ça. Plus de class actions, donc comment on dit ça en français? D'action de groupe, pardon, excusez-moi. D'action de groupe, parce qu'on sait que... Parce que vous n'imaginez pas le travail que ça m'a demandé pour aligner les constructeurs automobiles, les associations d'automobilistes, parce qu'évidemment, tout le monde se bat là-dessus, les compagnies d'assurance, pour non pas faire un jugement de Salomon, mais essayer d'organiser de façon le plus juste possible ceux qui vont pouvoir utiliser ces données. Mais encore une fois, chez nous en Europe, on sait que la donnée, ça a une valeur. C'est pas l'espace biface, hein, comme l'a fait M. Jean Tirole, il avait eu le prix Nobel, en disant, oui, les données, on les laisse, et donc elles ont de la valeur, parce que quelque part, ça vous permet d'avoir un service gratuit, et parce que vous donnez vos données, l'accès à vos données, vous allez avoir le service gratuit, on va à ce moment-là l'utiliser pour la publicité, et puis la publicité targetée, etc. Bon. Et donc là, on a mis du droit. Ça, c'est le Data Act. On a ensuite le DSA. Le DSA, c'est mettre des règles de droit dans l'organisation sociale. On a une organisation sociale intense, évidemment, dans les réseaux sociaux.
et on y passe un temps important, eh ben, vous passez votre temps à juste titre précisément d'organiser l'espace social physique et mettre le plus possible des règles de droit. Vous le faites au niveau évidemment de l'État, vous discutez évidemment avec les collectivités locales, avec les maires, enfin, on se partage ce travail qui est un travail extrêmement important. Dans l'espace social, il n'y a rien. Donc on a essayé de faire en sorte avec mes équipes tout simplement de transposer, de faire remonter progressivement donc ce que vous avez fait, l'historique de ce que vous avez fait dans l'espace physique, dans l'espace informationnel. Et je prends des exemples très simples. Dans l'espace physique, qui sont malheureusement trop d'actualité en ce moment, on n'a pas le droit de proférer des propos antisémites. On n'a pas le droit de proférer des propos racistes. On n'a pas le droit de faire l'apologie du terrorisme. Et bien dans l'espace informationnel, où on passe désormais plus de temps que dans l'espace physique, non plus. Ce n'est pas la privation de la liberté de parole. La parole est très libre en Europe. On est même, avec les siècles des Lumières, on est ceux qui avons vraiment inventé cette liberté de parole, avant les Américains. Mais par contre, notre histoire fait que, oui, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus le droit de faire l'apologie d'Hitler. Le premier amendement aux États-Unis, il vous autorise de tout faire, y compris de dire que des choses sympathiques sur Hitler. En Europe, en particulier en Allemagne, mais chez nous aussi, c'est pénal. Et c'est le fruit de notre histoire. Il faut le respecter. Donc on ne peut pas, si jamais on ne le met pas, ça veut dire qu'on va avoir à ce moment-là les GAFA, avec leur propre système, qui est beaucoup plus libre, qui va arriver chez nous. Et à ce moment-là, c'est toute notre architecture, encore une fois, de gouvernance, d'état de droit, de confiance, qui va s'effondrer. C'est aussi vrai, par parenthèse, pour l'utilisation de cet espace social pour éviter les excès comme le cyberharcèlement, comme des excès qu'on peut voir également en matière de protection de notre démocratie. Comme, évidemment, dans l'espace informationnel, il y a une autre dimension. Ce n'est pas uniquement des liens, c'est aussi la capacité d'accélérer, d'amplifier, de façon artificielle, des données sans savoir d'où elles viennent, si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et c'est évidemment tous les problèmes de l'accélération algorithmique, pour laquelle j'ai vraiment voulu que l'on ait l'accès précisément, en cas de suspicion, aux algorithmes qui vont pousser précisément un certain nombre de données dans cet espace informationnel, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Et donc on ait cette transparence gage de confiance, pour permettre précisément de savoir exactement, quand je suis destinataire de telle ou telle information, si c'est un robot, si c'est une réalité, et surtout, si le fournisseur de ces services, à qui nous offrons l'accès à notre espace informationnel, parce que je voudrais juste vous dire, avant de parler ensuite du DMA et de l'AI Act, vous dire qu'on est le premier espace informationnel au monde. Alors certes, la Chine est plus important, mais on est une fois et demie plus important que les États-Unis. Les États-Unis, c'est 330 millions chez nous, on appelle ça les ice balls, les paires d'yeux. C'est ça qui compte pour valoriser. Ils sont 330 millions, 340 millions. Nous, on est 450 millions. On est donc une fois et demie plus important. On comprend qu'ils aient tous envie de venir nous offrir le service chez nous. On le comprend. On est un continent ouvert, mais on a mis des règles. Et ces règles doivent être respectées parce qu'elles sont le fruit, encore une fois, de notre histoire, de notre démocratie et de nos propres règles de vivre ensemble et d'état de droit. Et c'est tout simplement l'application pure et simple de la démocratie, du travail que vous faites au nom, encore une fois, de l'intérêt général et du mandat que vous avez reçu, et que nous-mêmes et moi-même à Bruxelles, que je faisais dans cet esprit. Donc si ici ils viennent, ils viennent, mais ils doivent respecter la loi. Et c'est ce qu'on vérifie évidemment dans le DSA, avec évidemment les aspects qui sont des aspects plus sociologiques, j'allais dire, de l'usage de l'espace informationnel. Vient ensuite le DMA, Data Market Act, Digital Market Act, qui lui donc permet de mettre des règles de droit économique dans l'espace informationnel, comme on a mis des règles de droit physique pour éviter les concentrations, pour éviter les situations de monopole, pour éviter dans l'espace informationnel ou numérique. Et on sait, Dieu sait qu'il y en a qui jouent l'éviction, il y en a qui jouent le monopole. Donc on a mis des règles très strictes économiques et très rigoureuses pour que chacun ait la possibilité de naître, y compris dans cette nouvelle phase qui s'ouvre, qui est l'émergence de l'usage de données industrielles et professionnelles, et dont j'espère que précisément, parce que nous avons enfin un espace informationnel unifié en Europe, va permettre la création de champions européens qui vont pouvoir utiliser précisément ce patrimoine informationnel qui est sous-jacent et qui appartient à l'Europe, et que tout le monde essaye de nous piller. Parce que c'est bien ça, fort de l'expérience de 2025, ils veulent faire bis repetita. Vient enfin les AI Act,
qui est donc la dernière, qui est extrêmement important, qui n'a pas été toujours très bien compris en France, et je le regrette, souvent du reste poussé par certains, et je ne les critique pas, mais enfin, je les connais bien, qui avaient des intérêts peut-être trop américains, chacun est libre. Mais moi, mon travail, c'était de défendre, encore une fois, l'Europe, et pas autre chose. Et donc cet AI Act, il est fait pour défendre l'Europe. Et de dire qu'en Europe, il y a un certain nombre d'usages, c'est uniquement un règlement qui est basé sur les risques, ou l'intelligence artificielle, si jamais elle n'a pas un certain nombre d'éléments d'encadrement, peut porter des risques. On est dans un espace, l'espace informationnel comme le marché intérieur, c'est un espace qui doit offrir de la sécurité, de la confiance et de la protection à nos consommateurs et donc à nos concitoyens. Eh bien, c'est vrai que, par exemple, on a 5 niveaux de risque donc dans les AI Act. Par exemple, on n'a pas le droit de faire, c'est ce que les parlementaires, de vos collègues, ont décidé. Donc, on ne peut pas faire du social scoring. Social scoring, c'est-à-dire utiliser les traces qu'on a laissées dans son espace informationnel, dans sa vie, pour dire « Ah ben, vous avez fait ci, ça, donc vous n'avez pas le droit de faire ça », ce qui est tout à fait autorisé en Chine. Donc ça, c'est non. On ne peut pas l'utiliser, par exemple, pour faire du recrutement dans une entreprise ou dans une administration. Quand on a des applications de santé, on veut savoir connaître les datasets. On veut savoir que même que quand vous avez un médicament, vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Quand vous avez une application d'intelligence artificielle qui va faire même de l'aide au diagnostic, par exemple, et qui a été entraînée sur des cas, on veut savoir sur quel cas. Il y a des géographies, il y a des pathologies qui sont différentes par géographie. Ça existe, c'est comme ça. Et donc, si jamais ça vient de prisonniers du Ouïghour, on veut le savoir. Si jamais ça vient d'autre part, on veut le savoir. Parce qu'encore une fois, ça limite non seulement la validité, mais ça peut redonner des risques aussi. Donc on a là un niveau de risque. Quand on utilise les programmes d'intelligence artificielle pour des applications qui elles-mêmes sont potentiellement génératrices de risques, comme par exemple la mobilité, la conduite, etc., il faut avoir quelques précautions. Donc c'est encore une fois, j'ajoute également que pour notamment les auteurs, les compositeurs, quand ils ont créé les œuvres, elles sont évidemment stockées, comme nous tous, comme toute notre activité humaine. On veut savoir tout simplement si jamais elles sont utilisées et entraînées pour faire autre chose. Et par ailleurs, si jamais on a des produits, des œuvres, je mets des guillemets, qui sont proposées, il faut avoir du watermarking. C'est ce que moi j'ai proposé, je me suis beaucoup battu pour ça, pour faire la différence entre ceux qui sont générés par de l'IA et ceux qui sont générés par l'activité humaine. Enfin, passons. Donc on a tout ça pour vous dire, j'étais beaucoup trop long, hein, Monsieur le Président, mais enfin, je voulais vraiment d'abord vous poser le décor, pour mieux répondre à vos questions ensuite, parce qu'après ça, j'ai toute la liste, évidemment, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut faire, etc. Mais ça c'est facile. Mais ce qui est important, c'est vraiment de voir ce changement de monde que j'ai voulu peut-être vous représenter aujourd'hui, vous dire ce que ça veut dire pour nous, rapport de force, vous dire également qu'on est le premier continent sur la planète à avoir enfin décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Et on l'a pris. Et ce corpus, il est très solide. Mais vous êtes des législateurs, vous faites la loi. Une fois que vous avez fait la loi, vous décidez à qui vous allez donner le droit de l'intermédier en notre nom à tous pour l'appliquer. Vous êtes en attente, en tant que nos représentants, que ceux à qui vous confiez l'application de la loi l'appliquent. Et l'appliquent rapidement. Non pas avec sévérité, mais avec diligence. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce corpus de loi, il existe. Force est de constater qu'aujourd'hui, les 5 actes dont je viens de parler ont été tous votés, par parenthèse, pour tous, chacun d'entre eux, à peu près, alors en gros, à 90%, entre 85 et 95% des parlementaires européens. Du rarement vu, peut-être même jamais vu, dans notre histoire institutionnelle et démocratique européenne. Je répète, entre 85 et 95% pour ces 5 lois législatives qui structurent notre espace informationnel, c'est-à-dire une majorité écrasante. Quand j'entends du reste certains maintenant qui ont voté pour ou qui se sont juste abstenus, qui disent que c'est un scandale, c'est attentatoire à la liberté, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voté contre. Je ferme la parenthèse et je ne veux pas rentrer dans ces débats politiciens, mais je les entends. Mais ça, c'est notre acquis, c'est un acquis démocratique. Le Parlement a fait un travail remarquable, et je tiens à rendre hommage ici devant la représentation nationale, devant le travail extraordinaire qui a été fait par le Parlement, avec des parlementaires européens, qui sont, je les ai beaucoup côtoyés. Je vous ai dit tout à l'heure avec un petit clin d'œil que j'en côtoyais beaucoup en France, avec un immense plaisir. Mais je peux vous dire que sur ces questions, parmi tous les parlements que j'ai vus sur la planète, parce que
beaucoup sont venus nous voir, que ce soit en Corée, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, ouais, ou ailleurs. Je tiens à vous dire que, de très loin, les parlementaires européens sont vraiment les plus à même de cette penchée et de répondre à ces questions. Donc, on a maintenant ce corpus, il faut l'appliquer. J'ai moi lancé un certain nombre d'enquêtes, que lorsque j'étais encore commissaire, avant que je ne démissionne, donc en septembre 2024. Cette enquête court toujours. Certaines d'entre elles n'ont pas encore donné leurs résultats. Je ne veux pas porter de jugement, évidemment, sur ce qui se passe. Vous comprendrez à la commission, je m'interdis de le faire. Il vous appartient de le faire si vous le jugez utile. En tout état de cause, quand la loi est là, elle est là pour être exécutée. Dans l'espace informationnel, les choses vont très vite. Il faut donc non pas de la précipitation, mais de la célérité, des moyens. Ces moyens ont été donnés. Avec mes équipes, nous avons recruté près de 170 personnes de très très haute qualité. Des PhD, des docteurs, des scientifiques. Donc on a absolument toutes les compétences égales à ceux qui fournissent ces services. On sait parfaitement lire ce qui se passe. On sait parfaitement aller lire des algorithmes. On est très équipés. On a les moyens juridiques. Je dis contingent, c'est la commission qui a donc reçu délégation. Alors il faut évidemment l'appliquer. On n'est pas naïf. Dans cette pierre qui est tombée, qui s'appelait la confiance, on a vu que ça a laissé un certain nombre qui étaient très très atlantistes. Je ne les critique pas. Moi-même, j'ai passé la moitié de ma vie aux États-Unis. J'aime beaucoup ce pays. Je le connais par cœur. J'ai dirigé des entreprises. J'ai créé ma première entreprise. J'ai enseigné dans des universités américaines, à Harvard. J'ai fait beaucoup d'activités et j'aime ce pays. C'est une innovation. Il vit ce qu'il vit aujourd'hui. C'est la démocratie. Mais il est clair que dans ce monde nouveau qui s'est ouvert depuis le 20 janvier 2025, il faut que l'Europe soit consciente que maintenant, c'est des rapports de force qu'il faut exercer, que ces rapports de force, nous avons les moyens, y compris dans notre espace informationnel, qui est un espace extraordinairement lucratif, dans lequel, évidemment, certains font 30, 40, 50% de leurs profits, très bien, mais nous avons mis des règles de droit, parce que notre rôle à nous, quand je dis nous, je nous englobe tous, je m'englobais, je ne suis plus maintenant, mais vous y êtes, vous, c'est de faire en sorte que la loi soit préservée pour protéger ceux dont on a la responsabilité de les protéger, nos enfants en premier. Alors on voit là qu'en ce moment il y a des discussions sur la limite d'âge, c'est très bien, mais si on applique le DSA, ces questions elles peuvent être réglées. Et si on ne le fait pas, si on est obligé de légiférer, c'est parce qu'on n'applique pas assez vite la loi en haut. Alors après ça, on dit, ah oui, mais vous n'avez pas le droit de le faire parce que l'Europe doit le faire. Eh bien, que l'Europe le fasse. J'ai cru comprendre du reste que parce que l'initiative était prise, pas plus tard que ce matin, la commission, Mme von der Leyen, avait décidé, tout à fait cessante, de refaire, tant mieux, mais qu'on fasse appliquer les lois. Ces lois sont là. Elles sont là. Elles ne sont pas faites, encore une fois, pour décider, pour ostraciser quiconque. Elles ne sont pas faites contre quiconque. Elles ne sont pas faites en particulier contre les Américains ou contre les Européens. Il y a des entreprises européennes qui sont soumises à ces lois, évidemment, bien entendu. On a des très grandes entreprises. Elles ne sont pas faites contre les entreprises chinoises ou singapouriennes, comme AliExpress, par exemple, ou TikTok. Elles sont faites pour nous. Donc, dans les discussions qu'il y a pu avoir à partir de 2025, en particulier sur ces discussions tarifaires, vous l'avez tous vu, était mis en balance le fait que si vous ne supprimez pas ces lois, c'était clairement ce qui a été dit par les plus hautes autorités américaines. Je suis bien placé pour le savoir, ça m'a valu mon bannissement. Donc, c'est précisément de dire, retirez ces lois, ou sans ça, on va vous augmenter les droits de douane. Et pourquoi retirer ces lois? Pour deux raisons. La première, c'est parce que, au fond, dans ce monde qui s'est redessiné depuis 25 ans, les géants qui se sont constitués, en particulier sur nos données, pas que, mais aussi sur nos données personnelles, ils se sont accommodés de cette fragmentation à 27. C'était un peu plus compliqué, un peu plus lourd, mais il y avait des pays qui étaient plus conciliants, comme par exemple l'Irlande, donc on allait s'établir là-bas. C'était le pays où vous établissiez, qui était le pays de régulation, donc on savait attirer les sièges. Voilà, on sait tout ça, ce qui s'est passé. Mais eux, ils se sont accommodés. Donc, la création, enfin, d'un marché intérieur unifié, une fois et demie plus grand que celui des États-Unis, c'est peut-être une opportunité, parce que finalement, contrairement à ce qu'ils disent, c'est plus de souplesse, puisqu'on a enfin un marché unifié. Il y a quelques règles, c'est vrai, qui sont des règles de vivre ensemble, qu'il faut prendre en compte, y compris la modération. Pour vérifier que nos lois sont appliquées, tout simplement nos lois d'expression, celles dont je parlais en particulier sur l'antiterrorisme ou le racisme et autres. Mais derrière, au fond, on vient de libérer une capacité formidable
à d'autres entreprises d'émerger. Et cette fragmentation, finalement, elle était assez, là aussi, l'idiot utile, qui servait, finalement, ceux qui avaient su s'y adapter par la force qu'on leur a laissée au cours des 25 dernières années. Donc voilà, on n'est pas naïf. Les choses sont très claires. Et moi, je vous parle librement, vous le voyez, de façon claire, mais je parlais aussi librement à mes homologues américains, en disant, voilà ce que nous on fait, voilà quel est notre projet. Et je voudrais conclure, si vous le permettez, puis après ça, j'ai listé, mais je pourrais vous laisser donc, tous les points plus techniques qu'on peut regarder, si ça peut intéresser la commission. Mais, vous voyez, on a monté tout ça avec mes équipes, et je le redis encore une fois, avec les co-législateurs, Parlement européen et Conseil européen. Et ça a été difficile, c'était un combat. Ça a vraiment été un combat. Mais comme tout ce qu'on fait, évidemment, c'est normal. Vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est votre métier, ou c'est votre rôle, en tout cas, c'est pas un métier, puisque c'est un rôle, la mission que vous avez accepté de prendre et de mener à bien pour l'intérêt général, quels que soient les partis politiques que vous représentez. Et on doit vous en être gré. Moi, en tout cas, j'en suis, parce que je sais ce que ça veut dire, y compris aussi comme sacrifice. Mais derrière ça, il ne faut pas en douter. Même sous l'administration Biden, ça a été très difficile. Parce que, évidemment, le poids des GAFA est tel, et qu'il y a évidemment une osmose. C'est des grandes entreprises, vous le savez, ici aussi, et quand il y a des grandes entreprises, elles se font entendre. Et on a quand même réussi. Et je vais vous donner cette anecdote à la fin, de quelques jours avant que je ne démissionne, pour des raisons qui m'appartiennent, et de gouvernance en particulier, ou de manque de gouvernance, me semble-t-il, précisément. En tout cas, c'est mon sujet. Une personne du département d'État américain, qui est très haut placée, très haut placé, demande à venir me voir. On est sur la fin de l'administration Biden, on est en août 2024. Et donc je la reçois avec un collaborateur et l'ambassadeur des États-Unis. Et elle me dit, alors je vais commettre un crime de lèse-majesté, mais le président va me rappeler à l'ordre, mais tant pis. Ou si c'est pas lui, c'est le rapporteur. Je vais le dire en anglais, mais je ferai tout de suite la traduction ensuite. Et elle me dit, Mr. Commissioner, c'est une dame, I came to tell you thank you. Ah, je suis venu pour vous dire merci. Ah ben, je lui dis, écoutez, c'est gentil, mais enfin, merci, pourquoi? Thank you for everything you did in the digital space. Merci pour tout ce que vous avez fait dans l'espace informationnel. Ah ben, je lui dis, c'est gentil parce que vous ne m'avez pas aidé quand même. Hein. C'était quand même... Et elle me dit, yes, but we were wrong. Oui, mais on a eu tort. Parce que tout ce que vous avez fait, rajoute-t-elle, nous, on n'arrive pas à le faire aux États-Unis. Parce que c'est un travail parlementaire gigantesque et on est trop fragmenté. Et donc ce que vous avez fait qui va dans le sens de l'intérêt général, on va pouvoir en bénéficier parce que les GAFA vont devoir se l'appliquer pour nous, pour vous, et donc il y a un effet d'échelle et on va peut-être pouvoir en bénéficier par effet de bord. Alors c'était l'administration démocrate, ce qui a évidemment, vous l'imaginez bien, aggravé mon cas ensuite, parce que tout se sachant, j'imagine que ça s'est su aussi, et donc ce qui fait que lorsque le 23 décembre 2025, j'ai appris, comme nous tous, que j'étais désormais interdit de séjour aux États-Unis, je me suis soutenu aussi de ce petit passage qui était évidemment avant le 20 janvier 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce propos liminaire. Oui, on va passer très, sur des... Très liminaire. Oui, très liminaire. On va passer une série de questions-réponses, mais peut-être une première question de ma part, et puis ensuite je laisserai la rapporteure et les collègues poser leurs questions. Comment voyez-vous le Digital Omnibus? Est-ce, comment dire, une matérialisation de ce rapport de force? Est-ce un recul par rapport aux législations que vous avez Moi, je vais vous dire, ces lois, elles sont... D'abord, je vais répondre à deux niveaux. Ces lois, elles sont très récentes. Elles sont appliquées depuis 18 mois, 1 an. Donc, c'est la première fois dans ma vie que je vois des lois qu'on a mis 2, 3, 4 ans à bâtir, à faire voter, et au bout d'1 an, avant même de les avoir appliquées, avant même d'avoir eu un effet d'impact sur leur effet, dire « Ah ben tiens, on va commencer à les simplifier un petit peu ». Je n'avais jamais vu ça dans ma vie, mais enfin, il faut un début à tout. Donc ça interpelle. Ça vous interpelle visiblement, Monsieur le Président, puisque vous me posez la question. Comme vous imaginez bien, ça m'a interpellé. Et donc, comme vous, je me suis posé la question. Et mon deuxième niveau de réponse, c'est que ces lois, ce sont des lois qui sont... on les a construites comme étant des architectures. La technologie, elle évolue.
l'usage que l'on fait de la technologie, les comportements que l'on a dans l'espace informationnel, par définition, ils évoluent. Hélas, certains seront déviants par rapport aux évolutions technologiques, aux évolutions des usages. Et donc, on a préparé, on a fait un cadre, ce sont des cadres dans lesquels on peut, comme on dit dans notre jargon, plugger, accrocher donc des législations nouvelles, sectorielles, en tant que de besoin, lorsque ces besoins apparaîtront. Et on parlait tout à l'heure de la limite d'âge. On peut aujourd'hui répondre, me semble-t-il, vraiment au problème de la limite d'âge si on applique vraiment de façon très rigoureuse ces lois. Bon, maintenant, si ça ne suffit pas, on peut toujours plugger, encore une fois, des éléments spécifiques. Donc s'il y a des éléments à améliorer, à changer, on peut toujours plugger un certain nombre d'éléments nouveaux qui vont, je dirais, faire évoluer la loi sans en changer le cadre, parce que le cadre est très important pour nous, législateurs. Je me mets dedans, quand j'étais évidemment du côté européen, on s'englobe dedans, mais aussi pour les entreprises qui se sont adaptées et qui ont modifié leur comportement par rapport à ce cadre. Et donc, à partir du moment où on a ce cadre, on peut l'utiliser. Alors évidemment, là maintenant, je sors de ma condition, et je ne vais répondre, si vous le permettez, même si vous avez vu que j'ai essayé de répondre le plus directement sans langue de bois. Mais compte tenu de la position qui est la mienne, et pour éviter qu'il y ait des mauvaises interprétations de mes propos, qui sont absolument des propos motivés par une seule chose, l'intérêt général, puisqu'on parle de cet espace, dans cet espace. C'est ma seule motivation. Donc je regrette évidemment que les lois n'aient pas été appliquées peut-être plus rapidement, comme alors cette fois-ci c'est l'utilisateur que je suis, qui a des enfants et des petits-enfants, et qui voit les dégâts que ça cause, notamment chez les jeunes, les dégâts que ça cause, parce qu'ils sont rendus plus dépendants de ces réseaux, de ces services, parce que précisément les entreprises les rendent addictifs, parce qu'on a les moyens de les contrôler et qu'on ne les contrôle pas. Enfin, les exemples, ils sont florès. Donc se dire qu'on va peut-être commencer à assouplir parce que finalement ça va faciliter la vie des entreprises, le problème c'est pas de faciliter la vie des entreprises. Nous avons créé un cadre, j'ai essayé de le dire, qui est un cadre qui est là. On a enfin un espace qui est là. Donc c'est quand même, c'est ça ce qu'il faut utiliser. Et se dire que finalement, bon ben on va simplifier. Bien sûr, certains journalistes, je m'abritais derrière eux, ont écrit. Je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils n'ont pas raison. Je m'interdis moi-même d'avoir des contacts, évidemment, avec la Commission. C'est bien normal. Je laisse évidemment mes successeurs agir. Et c'est parfaitement légitime et je n'interfère en aucune mesure. C'est absolument naturel, vous le comprendrez bien. Mais j'ai lu comme vous qu'un certain nombre de journalistes se disaient, mais finalement, est-ce que ce n'est pas des concessions données, par exemple, aux uns et aux autres, pour éviter je ne sais quoi. Donc il faut faire très attention dans ce domaine-là. Ces lois dites omnibus, il faut vraiment veiller à ce que ce ne soit pas un moyen pour dénaturer ce que 90% des parlementaires européens ont voulu, après un travail extrêmement approfondi, en leur âme et conscience, pour notre intérêt général. Alors quoi? Ils se seraient trompés à ce point? La démocratie doit être respectée, y compris dans son application, si ça me semble, évidemment, 1 an de recul ou 18 mois de recul par rapport à des lois qu'on commence uniquement à appliquer et pour lesquelles nous sommes les premiers au monde, je le dis, à le faire, commencer à les simplifier, les tricoter, je n'irai pas plus loin. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, je vous cède la parole. Pardon. Je vous remercie pour votre présence, pour ce propos introductif dont on sent le plaisir que vous avez à venir parler devant notre commission. Vous l'avez dit, vous avez été architecte de grandes réglementations européennes. C'est pourquoi votre point de vue était important. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'imagination, y compris parfois chez les parlementaires. Et quand on veut bien légiférer, il vaut mieux savoir, mieux avoir les bonnes connaissances et mieux identifier les points où légiférer. C'est pour ça que ma série de questions porterait davantage, je l'avais dit peut-être, où vous avez dressé un portrait un peu historique, vous nous avez rappelé l'architecture globale, peut-être revenir sur sa mise en œuvre. Il y a eu des premières amendes quand même, déjà à le souligner, elles sont aujourd'hui considérées quand même comme peu dissuasives. Quelles sont pour vous, et j'ai compris que vous n'aurez pas d'avis sur la commission, mais il y a
quand même tout un écosystème, bien au-delà de la Commission, sur la mise en œuvre de ces lois. Quels sont pour vous les obstacles, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient politiques, à la bonne application de ces textes? La deuxième chose, c'est que est-ce que aujourd'hui, quand on voit pleinement l'impact néfaste des algorithmes, est-ce que vous considérez que ça fait partie des éléments, des algorithmes nocifs qu'on devrait mieux encadrer, et si oui, comment? Et enfin, vous avez parlé à la fois de la puissance que représentait finalement le marché européen, et à la fois de l'aspect extrêmement néfaste des plateformes, notamment auprès des plus jeunes. Est-ce que pour vous, dans les outils qui sont à notre disposition, nous pouvons également envisager la question de fermeture du marché européen à des plateformes qui ne respecteraient pas nos règles de manière temporaire ou plus longue si jamais ils ne venaient pas en tout cas s'ils continuaient à ne pas les respecter? Alors sur votre rapporteur, d'abord sur la première, effectivement, il y a eu une amende donc, qui a été un peu médiatisée, qui a eu un certain retentissement. Je note du reste que c'est quelques jours après que cette amende a été annoncée que j'ai moi-même été informé que je n'étais plus persona grata aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet, mais enfin, je note uniquement cet hasard du calendrier. Alors, c'est un tout petit montant, 120 millions, pour des entreprises qui valent des centaines de milliards, voire milliards de milliards. Bon, donc, on n'est pas non plus dans l'étranglement. Je rappelle que les sanctions que nous avons proposées et qui ont été votées donc, par les co-législateurs, c'est pour le DSA, puisque c'est du DSA dont il s'agit. Vous parlez du DSA en l'occurrence. Il y a aussi le DMA qui a aussi donné lieu à des amendes. Donc c'est 6% du chiffre d'affaires. Et si jamais la plateforme ne corrige pas les problèmes qui ont été identifiés, qui génèrent effectivement, qui ont été qualifiés d'infraction et qui sont à l'origine de l'amende, possibilité à ce moment-là de saisir un juge et de demander au juge donc de valider et le cas échéant donc de décider de la fermeture temporaire. Je me suis beaucoup battu pour ça, moi. C'était très compliqué parce qu'à la commission, beaucoup d'atlantistes, de mes collègues, je ne les critique pas, mais étaient contre. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon. Et pour moi, je voulais vraiment qu'il y ait cette possibilité, parce que ça, c'est une sanction qui est une sanction importante. Parce que là, évidemment, pour des entreprises qui font 30, 40, 50% de leur chiffre d'affaires, vous savez, ils regardent qu'une chose, hein, c'est comment les marchés réagissent. Hein. Ça, c'est un élément de rapport de force important pour nous. Si on représente un tel poids dans leur chiffre d'affaires et leur profit, eh ben, il faut l'utiliser dans la logique de rapport de force, hélas, qui n'est plus une logique de confiance, pour pouvoir le faire. Et donc là, c'est donc fermeture temporaire, ça me permet de répondre à votre deuxième question, fermeture temporaire, jusqu'à ce que la plateforme dite systémique, c'est celles qui sont soumises à la régulation du DSA, c'est celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 10% des consommateurs européens, ne corrige l'effet délétère. Alors je vais m'arrêter une seconde là-dessus. La première amende, c'est une amende sur une enquête que j'avais initiée avec mes services, mes collaborateurs, donc de la direction concernée, donc de ce qu'on appelle dans notre jargon la DG Connect, donc où étaient abrités évidemment les personnels compétents donc, qui gèrent donc, désormais la régulation des plateformes. Donc c'était pour une utilisation pas claire, certains pourront la qualifier d'autrement, donc des coches bleues, etc., vous savez, sur le réseau X. Bon, très bien. Donc c'est quand même quelque chose où on est très loin. Bon, très loin de... Enfin, c'était quand même un manquement, donc il fallait le signaler. Il y a d'autres manquements du reste qui ont valu, c'était public, donc je ne dis que des choses publiques, hein. Donc le lancement d'enquête, le démarrage d'enquête, qui sont peut-être plus importants par rapport à l'usage délétère ou conséquences délétères qui peuvent provoquer notamment chez les usagers. Et je veux comprendre que ces enquêtes étaient en cours. Maintenant, il y a une chose, ce que j'aurais aimé, vous voyez, dans la loi Omnibus, peut-être du reste que vous pouvez le demander, il n'est peut-être pas trop tard. Hein. Moi, j'ai toujours conçu le rôle qui était le mien lorsque les co-législateurs m'ont confié, après avoir été...
je récuse un peu le terme d'architecte parce que j'étais commissaire en charge, mais j'ai travaillé avec des équipes. Hein, c'est un travail d'équipe, bien sûr. J'étais l'aspirateur, l'animateur, c'était mon rôle. Le patron, si on peut dire. Mais enfin, c'est les équipes. C'est un énorme travail d'équipe ce qu'on a fait. Ensuite, ça a été validé par le collège. Il y a aussi une grande discussion. Et puis le texte final a été validé par le collège, et puis proposé ensuite au collégislateur, largement amendé, comme vous amendez vous des textes quand ils arrivent du gouvernement. Et puis, pareil, dans notre... Donc c'est ça. Je pense que c'est vraiment un travail collectif et démocratique. Et je crois vraiment qu'il faut le prendre comme ça. Alors oui, j'ai mis l'impulsion, je reconnais, mais derrière, cette impulsion, elle a été suivie vraiment de toute une chaîne qui s'en sont emparés avec énormément de valeurs ajoutées qui fondent désormais ces textes. Mais lorsque j'ai eu, moi, après ça, donc le retour, c'est-à-dire que les textes ont été validés, qu'ils sont devenus d'application, et donc que j'ai été désigné comme étant celui qui devait les exécuter, j'ai toujours considéré que mon travail, c'était évidemment, certes, de veiller à ce que ces lois soient appliquées, mais surtout que les plateformes qui venaient proposer leurs services en Europe respectent la loi. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Mettre de la sécurité, de la confiance dans notre espace informationnel, là où il n'y en avait pas. Et donc c'était en permanence, vous savez, avant de les mettre en application, madame, je suis allé tous les voir, chez eux, ceux qui étaient potentiellement désignés comme plateforme systémique, en Californie, à San Francisco, à Houston, enfin au Texas, à Singapour, avec mes équipes, non pas pour aller voyager, dans mes fonctions précédentes, j'ai tellement voyagé que je ne cherchais pas ça, mais parce que je voulais aller chez eux, avec nos équipes, pour leur expliquer la philosophie voulue par les co-législateurs, comment ils devaient s'y préparer à l'avance. Et voyez-vous, on était encore dans le monde d'avant, c'est-à-dire le monde où c'était basé sur la confiance. Et tous, je dis bien tous, m'ont accueilli avec énormément d'intérêt. Je dirais, chacun était dans sa place. Donc il y avait le respect, il y avait des mutuelles, l'intérêt, l'écoute, y compris Elon Musk. Des vidéos existent encore, vous pourrez les retrouver sur X. Ou lorsque je vais l'expliquer peu de temps avant qu'il décide d'acheter Twitter, qui deviendra X, je lui explique ce qu'il va devoir faire s'il achète X, enfin Twitter. Et il me dit, mais comme le dit maintenant le président des États-Unis, thanks good, ça semble bien, oui, je suis... mais oui, je suis en phase, oui, je suis en phase, je comprends, et je vais bien entendu l'appliquer. Donc tous, on leur a expliqué, on leur a même proposé des stress tests, pour dire, attendez, voilà ce qui se passe si jamais il y a une enquête, voilà comment on va la faire, pour les préparer, parce que mon objectif, c'est pas de mettre une sanction, mon objectif, c'est qu'on ait de la sécurité que nos co-législateurs ont voulu, c'est-à-dire que notre démocratie a voulu, pour ces réseaux. Et donc, ce qui est vraiment très important, c'est que ça s'est fait avec énormément de confiance et de respect. Et comme vous, j'ai été assez sidéré. Peut-être je dis comme vous, pardon, parce qu'en tout cas, moi, je peux le dire, j'ai été assez sidéré. Mais comme beaucoup d'entre nous, lorsque j'ai vu tous ces patrons de la tech, que je connais bien, qui ont travaillé avec beaucoup d'allant, alors je n'arrive pas à dire jusqu'à enthousiasme, mais bon, et qui ont vraiment commencé à prendre et à mettre en place les règles du DSA, y compris dans la modération. Je pense en particulier à Mark Zuckerberg. Et puis bon, en janvier 2025, ils ont tous été invités à la Maison-Blanche, en première ligne. Certains avaient des mines réjouies, d'autres un peu moins, mais enfin ça, je laisse aux historiens le rôle de qualifier. Et puis après, j'ai vu, comme vous, le changement total. Radical même, j'allais dire. Radical. Et on est rentré dans un autre monde de rapport de force. Il faut supprimer. Et je vous assure que jamais personne ne m'a dit ça avant. Mais bien au contraire. Comment on fait, etc. Et donc, pour répondre enfin à la fin de votre question, qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être aujourd'hui? Ce qui manque, en tout cas pour le DSA, qu'on n'a pas mis sur le DMA. Sur le DMA, on a mis une obligation de gérer, je crois de mémoire, mais vous pourrez vérifier peut-être avec les administrateurs qui vous entourent, mais un an. Parce qu'il faut aller vite. Alors certes, on est, nous, un état de droit. Donc on laisse, c'est du contradictoire. Donc et moi, vous voyez, quand il y avait quelque chose, je demandais à mes équipes, allez expliquer où est le problème pour qu'ils corrigent, plutôt que de punir. Parce qu'on n'est pas là pour, par parenthèse, pardon, de se faire de l'argent sur leur dos. C'est pas notre but. Le but, c'est d'avoir la confiance, la sécurité, la sérénité. Et on a beaucoup corrigé comme ça, mais de façon très productive, constructive. Bon, maintenant, ils sont rentrés dans une logique de rapport de force. Et autant pour le DMA,
il y a cette obligation de contradictoire, ce qui est normal. Donc on a ce qu'on découvre, on met à disposition, on a X mois pour y répondre. Enfin, vous connaissez ça, c'est une enquête classique lorsqu'il y a effectivement l'ouverture d'une enquête, je dirais, classique qu'on a par exemple dans notre pays. Bon. Là, c'est un peu la même chose, mais il n'y a pas de limite sur le DSA, et donc un certain nombre d'avocats jouent de ça. Et là, je pense qu'il faut commencer à borner. Et si jamais il y avait une évolution à faire, me semble-t-il, dans l'omnibus, c'est non pas de dire on va simplifier, mais de dire que ce qu'on a mis dans le DMA, c'est-à-dire on a borné le temps pendant lequel chacun a le droit de répondre dans le contradictoire, alors qu'il n'y a pas de temps qui est imparti dans le DSA, ce qui fait qu'à partir du moment où ils ont, vous l'avez bien compris, les moyens de s'offrir les meilleurs cabinets d'avocats du monde, je ne critique pas les avocats, ils font le travail qu'on leur demande de faire, évidemment, ils vont jouer, évidemment, pour certains d'entre eux, peut-être, dans la mesure où il n'y a pas de limite, pendant ce temps-là, on continue à agir, et au détriment de qui? De ceux qui souffrent des manquements qu'on est en train d'instruire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être, que je tenais à vous signaler, qu'il faut sans doute regarder, comme voilà, oui, voilà, tiens, une belle amélioration dans le cadre d'une loi omnibus. Merci, Madame la rapporteure. Allez, Monsieur Botorel. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, cher Thierry. D'abord, je me réjouis de vivre dans un pays qui, lorsqu'un désaccord survient avec un acteur étranger, choisit non pas de le bannir, mais de l'inviter de manière cordiale et en audition libre à venir s'expliquer le 20 avril prochain devant les équipes de Madame la procureure Johanna Brousse. J'espère que Monsieur Elon Musk saura saisir cette opportunité, une opportunité dont vous êtes privé puisque les États-Unis vous sont interdits, alors même que rien ne peut vous être reproché. Alors, Monsieur le Commissaire, cher Thierry, dans votre riche parcours, je veux interroger l'ancien commissaire européen en charge notamment du marché unique et du numérique. Vous avez été moteur pour l'adoption de règlements européens majeurs, le règlement sur les services numériques, le DSA, le règlement sur les marchés numériques, le DMA, et le règlement sur l'intelligence artificielle, mais on a aussi parlé du Data Act tout à l'heure. L'Europe était alors en train de se construire comme un marché numérique de poids, avec sa propre philosophie, créant un modèle vertueux entre le Far West américain et l'omni-contrôle du modèle russe ou chinois. Depuis, pourtant, l'Europe semble à l'heure de se servir de son pouvoir de sanction contre les à l'heure de se servir de son pouvoir de sanction contre les grands acteurs américains ou chinois. Depuis, les États membres multiplient les ébauches de réglementation nationale sur les mineurs et le numérique, sur les data centers ou sur l'imitation imposée l'IA, comme le Sénat la semaine dernière. On a aussi de la jurisprudence, d'ailleurs, issue de certaines ONG. Je pense à ce qu'a fait Democracy Reporting International en Allemagne, qui obtient l'accès aux données. Je pense aussi à ce qui a été fait aux Pays-Bas vis-à-vis de Meta. Mais tout ça est une fracturation supplémentaire, parce que Meta revendique que cela ne s'appliquera qu'aux Pays-Bas. Depuis, on présente le numérique exclusivement à charge, comme l'espace de tous les dangers, et plus celui de nombreux possibles. Alors comment comprenez-vous ce retour des approches nationales sur ces sujets? Comment lisez-vous la timidité européenne désormais, plus globalement? Et pour être dans le thème de cette commission, n'est-ce pas le moyen le plus sûr pour être dépendant en matière numérique que d'agir en français et non en européen, dans un moment, et je vais vous citer, où vous avez rappelé qu'il faut accepter, voire provoquer le rapport de force. Deuxième question autour des chipsets. Le Chips Act européen prévoit environ 43 milliards d'euros d'ici 2030, alors que TSMC, le T de TSMC étant Taïwan, et même si on a SML en Europe, investit à lui seul plus de 50 milliards de dollars par an entre la R&D et la capacité industrielle. Dans ces conditions, l'Europe peut-elle réellement espérer rattraper son retard technologique, ou faut-il reconnaître que le Chips Act relève davantage d'une stratégie de souveraineté limitée qu'une véritable ambition de rivaliser avec les leaders asiatiques? Et je profite de m'adresser à vous pour dire que je bois vos paroles sur notre capacité à limiter, en tout cas à produire du droit pour les limites d'âge. Si seulement on pouvait rendre contraignant les lignes directrices du DSA, nous nous épargnerons bien des débats ici dans cette maison et peut-être des commissions d'enquête, Et donc le plaisir d'être parmi vous. Parce que je ne doute pas qu'on va m'y inviter. Bon, merci de ces questions. Alors, pour plusieurs d'entre elles. D'abord, je vais être très simple. L'une des raisons... on a voulu des règlements pour que précisément ils s'appliquent pour tout le monde, non pas pour proposer une hégémonie européenne par rapport aux politiques nationales. Je sais qu'un certain nombre de partis politiques le voient comme ça. Je leur dis non.
Qui peut croire aujourd'hui, il n'y a plus aucun parti politique, me semble-t-il, en France, ni même en Europe, qui prône la sortie de son pays de l'Europe. C'est une évolution majeure par rapport à ce qu'on avait vu encore jusqu'en 2015. 2015, 2016, 2017, ça fait 5 ans. Donc, plus aucun. Ça veut dire, chacun a évidemment ses appréciations. C'est normal, c'est la démocratie. Mais ça veut dire que tous nos compatriotes, et quand vous faites les sondages, notamment vous regardez les sondages, ils sont tous très attachés au niveau européen. Le dernier sondage de Grand Continent, je vous invite à le regarder, c'est des scores absolument incroyables, où tous les Européens savent que désormais, l'Europe, ça nous protège. Alors il y a différentes appréciations. Ensuite, quel rôle les pays vont jouer dans cette Europe, mais il n'y en a plus un qui prône la sortie. Je le dis parce que c'est important. Parce que ça veut dire que si jamais on va promouvoir un certain nombre de règlements à vocation européenne, c'est pour utiliser la puissance que nous représentons ensemble. Et s'il y a un espace qui ne reconnaît pas les frontières, c'est bien l'espace informationnel. Et si, précisément, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu long, je m'en excuse, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, tout à l'heure, pour retracer un peu cette fresque historique, mais je crois que c'est important, parce que si on n'a pas ça en mémoire, je ne doute pas que vous l'avez, mais peut-être puisqu'on est à la télévision, peut-être que ceux qui nous regardent, je sais qu'ils sont très, 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 très nombreux. Donc, j'espère que ça ne les a pas embêtés, ce petit parcours historique, parce que c'est très important de comprendre d'où on vient pour savoir où on va. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'était donc d'avoir cette architecture qui nous permet d'avoir, encore une fois, enfin, un marché intérieur unique pour que nos données puissent circuler, pour qu'on puisse les utiliser sans entrave, avec la même régulation, et surtout pour les données professionnelles et industrielles, parce que c'est là où on va avoir des services et des innovations absolument formidables, y compris par parenthèse, dans tout ce qui sera ensuite utilisé pour la robotique et l'IA. Bon, je ferme la parenthèse. Donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut appliquer avec vigueur ces lois en les voyant non pas comme des lois punitives, mais comme des lois qui bâtissent notre architecture. C'est pour ça qu'il faut demander à la Commission qu'elle les emploie avec vigueur. Je le redis, avec vigueur. Et sans délai. Parce que tout délai, c'est des trous dans la raquette. Et quand il y a un trou dans la raquette, et que vous êtes soumis, ès-qualité, quand je dis vous, c'est les parlementaires nationaux. Tous les jours, quand vous rentrez dans vos circonscriptions, avec vos électeurs, qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà tel drame sur les réseaux. » Et on dit « Ah ben oui, mais il y a le DSA. Mais qu'est-ce qu'on attend pour l'appliquer ?» Eh bien, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on n'applique pas, eh ben, on n'applique pas derrière. Or, précisément, ce sont des lois d'application directe, mais c'est des lois qui vont s'imposer précisément aux États, aux nations, parce qu'on a voulu, dans ce domaine-là, bénéficier de la globalité et de la profondeur du marché intérieur. Donc on voit que si jamais on tarde à appliquer, c'est exactement ce qui se passe, un certain nombre de pays vont dire « Bon ben nous, il faut bien qu'on bouge ». Et on recrée à ce moment-là de la complexité. Et on recrée donc de la fragmentation. Donc, je le redis, du leadership et de la célérité, c'est le mot. Alors derrière, c'est pas parfait, et je suis le premier à le dire, mais je vous ai donné aussi les clés, et en insistant sur l'architecture qui a été pensée à la base pour ça, parce que par définition, on ne pouvait pas imaginer tout. Et qu'on a voulu redonner précisément à nos successeurs, et à vous-même, les législateurs, et vos successeurs, la capacité de faire évoluer la loi, de la renforcer, les lois, peut-être de les simplifier aussi, à travers ce cadre, cette architecture transversale dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà pour les deux premières approches. Et donc, pour moi, vraiment, je vous le dis, il faut vraiment être très, très vigilant, peut-être actif aussi. J'en profite aussi, et là je sors de ma condition, mais voilà, on envoie des députés européens à Bruxelles. Et on envoie un très gros contingent, nous, députés européens, compte tenu de la taille de notre pays. Voilà, il faut évidemment, quand on choisit, mais ce n'est pas pour vous, mais là je parle pour nos compatriotes, et en particulier ceux qui nous regardent aussi en ce moment, quand on choisit d'envoyer un député européen, c'est aussi important que quand on choisit d'envoyer un député national. Je sais que pour beaucoup de nos compatriotes, Bruxelles, c'est trop loin, donc on vote peut-être plutôt contre un état d'esprit, contre un gouvernement, contre telle mesure, ce qui n'est pas le cas, ou moins le cas, évidemment, pour un parlementaire français, et encore moins pour son maire. Mais quand on vote, l'acte de vote, c'est d'aller choisir quelqu'un qui va précisément porter notre voix, notre façon de voir les choses, au niveau du Parlement européen, et le rôle du député européen est très important. Ce n'est pas qu'un rôle politique, c'est un rôle aussi, je dirais, sectoriel. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai vu? À partir du moment, et encore une fois, croyez-le bien, je ne porte aucun jugement et je respecte, moi, vous voyez, je suis de ceux qui respectent tous ceux qui sont là et je parle avec tout le monde.
Je parle avec tout le monde. J'ai aucune ambiguïté et aucun problème. C'est normal, on est élu, et je suis un profond respect pour la démocratie. Mais après, il y en a certains qui vont pouvoir se mettre à jouer un rôle plus structurant, peser davantage que d'autres, en fonction des groupes où ils vont appartenir. Et je le vois. Et moi, quand j'allais voir les députés français, je les voyais tous. Et je leur ai parlé à tous, hein, notamment. Bon, je vais vous le dire les choses comme je les pense. Hein. Souvent, c'était moins organisé et moins efficace que les députés espagnols, les députés allemands ou les députés italiens. Je vous dis ça parce qu'il faut vraiment... Ce qu'on dit, c'est très important. Il faut que la démocratie joue pleinement son rôle pour pouvoir précisément faire ce que l'on a à faire. C'est vrai, encore une fois, au niveau des électeurs, c'est vrai aussi au niveau des parlementaires. Et j'ai voulu insister tout à l'heure sur le rôle absolument fondamental du Parlement. Et vous voyez, quand je vous donne les chiffres 80-90%, 85-90%, ça veut dire que tous les partis ont joué leur rôle, hein, dire, sans discrimination. Sur le Chip Act, alors c'est un acte aussi que j'ai porté, et qui avait une vocation qui était très importante, c'est le fait de dire qu'on était au début de ce siècle à peu près entre 20 et 30% de fabrication de semi-conducteurs sur le territoire européen, et un quart de siècle plus tard, on est descendu à 8%. Bon. Alors est-ce que c'est grave, docteur? Oui et non. Non, dans un monde d'avant, c'est-à-dire dans un monde de confiance, c'est-à-dire où les chaînes de valeur qui structuraient la planète, qui enserrent la planète, étaient finalement enserrées dans des règles de droit qui nous permettaient, encore une fois, de ne pas utiliser ces chaînes de valeur, qui avaient été souvent, du reste, conçues comme des éléments pour optimiser, je dirais, la logistique, le coût, la disponibilité, l'accessibilité, la séparation des tâches, et donc, quelque part, réduire le coût important et donc redonner peut-être du pouvoir d'achat supplémentaire à la fin des fins aux consommateurs. Et donc, ce n'est pas du tout une mauvaise approche. Sauf que, ce faisant, ce n'était pas conçu pour pouvoir être utilisé à un moment donné comme élément de rapport de force, parce que précisément, une chaîne de valeur, ça crée, par définition, de la dépendance. Et comme, pour ça que j'ai voulu commencer mes propos liminaires également sur le thème de la confiance, comme on est rentré dans cet autre monde, désormais, ces chaînes de valeur, qui étaient vécues comme un élément d'optimisation, ce qu'ils ont été, le rôle qu'ils ont joué, désormais, pour certaines d'entre elles, sont vécues comme des éléments de dépendance, et donc de rapport de force, et donc d'action qui peut jouer contre nos souverainetés. C'est tout l'objet de votre commission. Donc pour ça, j'ai vraiment souhaité, j'ai poussé pour qu'on ait ce Chip Act qui dit quoi? Qui dit d'abord, qui donne un objectif, donc venir à un pourcentage, donc une vingtaine de pourcents à l'horizon 2030. Alors on a pris un peu de retard, mais enfin je pense que c'est quand même pas inatteignable, donc 20% de production mondiale. Dans des éléments, et vous imaginez pas les centaines d'heures que j'ai passées, y compris avec les Américains, les amis américains, pour dire, attendez, nous on veut aussi avoir ça, parce qu'ils avaient aussi un Chip Act, hein, on le fait pratiquement en parallèle. Ma collègue, c'était Gina Raimondo, qui était la ministre de l'Industrie. Donc je l'ai eu énormément de fois. Et tiens, Thierry, écoute, finalement, nous, on va prendre les chips à très forte valeur ajoutée, en dessous de nanomètres, ce que fait par exemple très bien SML, les machines pour les faire. Et puis vous, vous faites les chips un peu plus... voilà. Ouais, vous voyez, il faut lutter contre ça, parce qu'on voit toujours ces tendances. Non, il faut impérativement que nous aussi, on ait une capacité à produire sur le territoire européen tous les chips, y compris les plus avancés, c'est-à-dire ceux qui vont maintenant être en dessous de 2 nanomètres, c'est les plus avancés, donc 1,8. Parce que, pourquoi? Et j'en viens au deuxième volet. Parce que, oui, je suis de ceux, et j'y travaille, et on y travaillera. On va réindustrialiser la France. Moi, je sais comment il faut faire. Enfin, je sais comment il faut faire, je ne sais pas une baguette magique, mais on sait ce qu'il y a à faire. Mais une usine d'aujourd'hui, ce n'est pas une usine d'hier. Une usine d'aujourd'hui, c'est évidemment, ça fait les produits, bien souvent du reste avec des imprimantes 3D, etc. Donc on a d'autres choses, on a peut-être des robots. Mais derrière, ça fait des produits qui sont de plus en plus finalisés avec un usage qui est de plus en plus spécifié, très spécifique par rapport à l'acquéreur et l'usage qu'on va en faire au final. Et cette discrimination, elle se fait par comment? En intégrant évidemment
des semi-conducteurs et des processeurs très avancés, y compris ceux qui vont pouvoir traiter de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le savoir hérité, y compris notre savoir industriel, stocké encore une fois en Europe alors qu'il n'est pas aux États-Unis. Donc il faut des chips, et des chips avancés. Et donc il faut avoir évidemment ces usines, et on voit qu'on a un double nécessité de les réimpatrier en Europe. D'abord parce que ça limite la dépendance dans ce monde d'après dans lequel nous sommes désormais, mais aussi, il ne faut pas le voir que comme ça. Parce que, évidemment, la fabrication aujourd'hui, on le sait, vous savez, quand vous commandez une voiture, on vous dit, alors vous la voulez quoi, verte, bleue, rouge, avec tel truc, et on vous dit, bon voilà, ben ça c'est des éléments qui font un peu de la finalisation, un peu simpliste. Mais les produits qu'on fait maintenant sont des produits beaucoup plus sophistiqués, qui intègrent encore une fois ces fonctionnalités intégrées d'intelligence artificielle qui vont rendre le produit encore plus intelligent et qui vont lui donner des capacités différentes. Par ailleurs, qui vont avoir des nécessités de protection cyber, parce que qui dit, il n'y a pas eu un produit qui n'a pas de semi-conducteur. Plus un. Même votre sèche-cheveux. Il n'y en a plus un. Donc évidemment, c'est autant de portes d'entrée cyber. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place le Cyber Act, pour là aussi avoir des contraintes pour bien savoir comment on le contrôle. Mais on voit bien que la nécessité, c'est aussi d'avoir, si on veut avoir la différenciation, et plus on est proche du client, plus on fait de la différenciation, plus on crée de la valeur ajoutée, il faut être proche du client pour produire désormais. Donc si vous produisez à 8000 km, au-delà du fait que le trafic maritime il passe par 7 détroits, et qu'aujourd'hui on en a déjà pratiquement 2 qui sont fermés, enfin 1,5, donc ça c'est un autre sujet, donc ce qui a 3 encore nos dépendances, je ferme la parenthèse, il faut évidemment aussi, parce que c'est l'évolution industrielle, d'avoir la proximité de ces usines, encore une fois, à proximité des lieux de consommation et de production standard. Donc c'est les deux raisons. Alors maintenant, c'est vraiment, il faut bien comprendre le Chip Act, c'est comme ça que je l'ai conçu. Et c'est pour ça que je me suis battu pour qu'on ait aussi, évidemment, les usines les plus avancées en Europe. Alors, maintenant, ça permettait quoi? Ça permettait d'avoir des autorisations beaucoup plus rapides, parce qu'on souffre. Alors là, par contre, là, s'il y a des voies de simplification, madame, omnibus, c'est plutôt effectivement pour les autorisations de faire des usines, y compris des usines, des électrolyseurs. Enfin, là, on est les champions du monde. Là, on peut, mais là, on a accumulé. Là, ça fait quand même 30 ans qu'on le fait. Donc là, on a quand même le recul et la paperasse. Mais donc là, simplifier, avoir des vallées, on dit des vallées dans notre jargon, donc on peut vraiment y aller de façon très simplifiée. Et puis aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'être naïf, vous savez, on dit souvent, voilà, l'Europe est naïve. Moi, je peux vous dire, moi, je ne suis pas naïf. Je pense que je vous en ai convaincu, peut-être ou pas, mais en tout cas, je ne suis pas naïf. Mais je ne suis pas le seul. Mes collègues n'étaient pas naïfs non plus. Ce n'est pas des neuneux qui sont à Bruxelles. On n'est pas des imbéciles. On est comme tout le monde. Alors, on a parfaitement compris. Il y en a sauf qui sont plus dépendants que d'autres, parce qu'ils sont dans des systèmes qui sont plus dépendants. Les Allemands, ils sont plus dépendants des Américains, parce qu'ils dépendent des Américains pour l'arme nucléaire. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Il faut le gérer. Il faut ensuite qu'on le gère. Mais pour ça, il faut aussi gérer par rapport à ceux qui utilisent des moyens financiers, je pense en particulier à la Chine, mais aussi aux États-Unis, en amont, pour accélérer l'implantation d'usines qui sont donc des usines stratégiques. Je viens de vous en donner mon sentiment, en tout cas, et ma vision. Et surtout qui nous permettent d'être concurrentiels par rapport à ce que font les Chinois, les Coréens, les Japonais ou les Américains. Et donc le Chip Act, c'est aussi une capacité d'avoir des financements, qui sont des financements aussi privés, dans des proportions évidemment acceptables et comparables à ce qui peut se voir ailleurs, pour avoir une compétitivité qui soit une compétitivité réelle. Donc c'est double accès. Et c'est pour ça que les montants qui peuvent paraître sont quand même des montants très importants, parce que d'ailleurs on peut faire des EPSI, qui permettent d'avoir ces instruments qui passent en parallèle des fourches codines de la concurrence, pour précisément avoir cette réciprocité. Alors, il y a beaucoup de projets qui ont eu lieu, dont TSMC, du reste par parenthèse, en Allemagne. J'ai beaucoup travaillé avec eux pour que ils ont décidé de s'installer en Allemagne. Voilà, il y a eu un projet qui a eu lieu aussi en France, je ne sais plus où il en est, à Grenoble. Et, il y a eu un projet très important de 20 milliards d'euros, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, c'était public tout ça, qui était à Dresde, en Allemagne, ou dans la région, parce qu'il y a une forte implantation de semi-conducteurs dans la région de Dresde, avec Intel. Ils ont eu des problèmes, Intel ressort du bois maintenant, on va voir. Donc les projets, ils sont là, c'est des très gros projets, c'est des usines qui sont souvent à 10 milliards d'investissement, certaines 10, 20 milliards, c'est pas des petits, c'est des objets très importants, avec effectivement dedans beaucoup de robots ASML. Je rappelle que ASML, société anglaise, qui est un spin-off de Philips, est le leader mondial
qui fabrique les robots, des robots qui sont plus compliqués qu'un avion. Hein. C'est des robots absolument gigantesques qui permettent de faire de la gravure, donc de la gravure nécessaire à faire ces semi-conducteurs. ASML a, je crois, entre 90 ou 95% de part de marché mondial. Ça veut donc dire, tiens, rapport de force, si jamais on décide de plus, ne serait-ce que maintenir, c'est dans toutes les usines du monde, il y a de la SML. Ben, l'usine de semi-conducteurs, elle ferme dans les 15 jours. On ne va pas l'utiliser. Mais dans les rapports de force, il faut aussi qu'à partir du moment où on rentre dans ce monde de rapports de force, alors on a un rapport de force de marché, la taille, on a aussi des rapports de force technologiques, je viens de vous en donner l'exemple. Voilà, il faut, sans pouvoir l'utiliser, il faut savoir aussi que l'Europe, quand elle parle aussi, parce qu'elle a commencé à mettre sur la table les attributs de cette puissance, et non pas uniquement le marché qu'elle représente. Ben oui, c'est ça le monde dans lequel on est désormais. Il faut que l'Europe apprenne à mettre sur la table, en même temps qu'elle parle, les attributs de sa puissance pour parler d'égal à égal dans un monde qui est désormais régi, et à mon avis pendant un certain temps, peut-être même longtemps, par des rapports de force. Merci. Monsieur Solignac a une question, puis ensuite Madame la rapporteure. Merci, monsieur le ministre. Vous m'excuserez si je reviens sur le sujet que mon collègue vient d'évoquer, parce que je crois que nous sommes au cœur de ce qui intéresse notre commission d'enquête, c'est-à-dire l'indépendance. Et donc, je voudrais revenir sur ce CHIPS Act et sur la production de semi-conducteurs, production qui relève d'un enjeu majeur. C'est un marché colossal qui tangente les 1000 milliards de dollars, qui a vocation à croître, notamment en raison de l'explosion de l'IA. Et l'objectif premier du CHIPS Act, sauf erreur de ma part, c'était bien de booster ou de stimuler la production de semi-conducteurs. Ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu pour le moment. Et d'ailleurs, vous avez évoqué un certain nombre de projets qui sont soit suspendus, soit à l'arrêt, soit on ne sait pas trop, notamment le projet Intel en Allemagne. Et c'est bien parce que ça ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité que la Commission a annoncé un CHIPS Act 2, me semble-t-il, qui devait intervenir pour le mois d'avril, qui est reporté à la fin du mois de mai. Donc on voit bien que tout ça n'est pas simple, ce qu'on peut évidemment parfaitement comprendre, et que les industriels trépignent. Moi, je voudrais savoir, pardon de vous réinterroger là-dessus, pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un acte 2 de ce CHIPS Act si on veut qu'il atteigne son objectif, c'est-à-dire booster cette production mondiale de semi-conducteurs pour laquelle vous êtes, si vous me permettez, assez optimiste, parce que atteindre les 20% d'ici 2030, franchement je le souhaite, mais j'ai un petit doute, mais enfin mon petit doute il ne vaut pas grand-chose, hein, je vous l'accorde. D'abord c'est normal, il faut avoir des doutes, hein, parce que on est dans un monde qui est maintenant un monde d'incertitude. Alors, les doutes ne suffisent pas. En tout cas, ils doivent guider notre action. Monsieur le député, je vais vous répondre par un mot. Il faut du leadership. Parce que si on imagine, et c'est vrai dans toute action politique, mais en particulier à la Commission européenne, et en particulier sur ces sujets, que c'est parce qu'on a fait un CHIPS Act, ou un acte, que les choses vont tomber du ciel ensuite, eh ben non, ça ne marche pas comme ça la vie. Et moi, je vais vous dire, je sais l'énergie que j'ai... Encore une fois, je critique personne, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, je m'interdis de le faire, c'est bien normal, donc je vous parle de ce que j'ai fait. J'ai passé un temps considérable avec tous les acteurs du monde. Tous les acteurs du monde, ils ne sont pas très nombreux, mais je les connais tous, du monde de l'industrie des semi-conducteurs, on en allait voir tous, un par un, en expliquant, etc. Après ça, les projets. Après ça, aller sur le terrain, choisir avec eux. Un temps infini. Et c'est parce que ce leadership est là qu'à la fin, ils vont décider de venir. On parle de... Je vais vous dire les choses aussi. Certains ont eu peur. Il m'a fallu beaucoup de temps pour convaincre la France qu'il fallait faire le CHIPS Act. Parce que ça remettait en cause un certain nombre de la France, en particulier, oui, je le dis. Et en particulier, ST Micro et la BPI. Qui étaient, voilà, je ne dis pas qu'ils étaient timides, mais ils voulaient regarder ce qui se passait, parce qu'on allait créer peut-être d'autres fabrications dans d'autres domaines. Chacun a trop regardé leur propre sujet par rapport à l'intérêt général européen. Je ne porte, encore une fois, je jette la pierre à personne, mais c'est parce que précisément, c'est une réaction que je peux comprendre. Elle peut être naturelle, mais ça nécessite pour expliquer le projet, pour expliquer l'intérêt, d'avoir une vision plus européenne que purement nationale et, j'allais dire, encore sectorielle ou uniquement d'entreprise, et qu'à la fin, tout le monde va y gagner, qu'il faut du leadership, il faut parler leur langage, il faut y aller, il faut mouiller leur chemise. Combien de fois je suis allé à Grenoble
pour expliquer ce qu'on faisait. Ça m'a pris du temps, puis finalement ça a bougé. Et finalement, et combien de fois j'ai eu des discussions, et je vais vous le dire ici, de façon très libre, et je ne jette la pierre à personne, j'ai beaucoup de respect en particulier pour les équipes dirigeantes, notamment de ST Micro, qui font un bon travail. Mais combien de temps il a fallu que je leur explique que c'était important d'aller en dessous de 2 nanomètres? Et qu'on me disait, y compris eux, mais non, c'est beaucoup trop avancé, restons, il faut des microcontrôleurs, le marché il est dans l'industrie automobile. Oui, mais il faut... Donc, encore une fois, je ne dis pas ça pour jeter la pierre. Je vous donne cet exemple pour vous dire qu'il faut du leadership. Vous savez, aligner des vecteurs, ça me demande beaucoup d'énergie, et ça fait partie aussi du travail, me semble-t-il, de ceux à qui on confie cette responsabilité, qui est une responsabilité politique, mais qui doit être aussi une responsabilité d'entraînement. Et finalement, on a réussi positivement. Mais c'est ça. Ça ne tombe pas du ciel. C'est pas parce que vous faites un Chip Act que le travail est fait et qu'on passe au sujet prochain. C'est là où commence le problème. Et donc, avec TSMC, mais j'ai passé un temps énorme, parce qu'ils mettent beaucoup de temps avant de se décider. Et finalement, ils ont décidé. Bon, ils n'ont pas décidé d'aller en France, mais j'étais commissaire européen. Évidemment, à titre personnel, j'aurais 1000 fois préféré qu'ils choisissent la France. Ils ont choisi d'aller ailleurs. Bon, mais on a tout fait, évidemment, pour les convaincre au plus haut niveau, décider que c'était aussi important que de le faire que d'aller le faire, par exemple, dans le Nevada. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, monsieur le député, il ne faut jamais oublier que dans le monde dans lequel on est, l'action politique, pardon de le dire, je ne veux pas du tout le dire, mais c'est mon expérience, mais là aussi en tant que commissaire, ça nécessite du leadership. Ça nécessite du leadership. Vous ne pouvez pas intermédier ça, quelle que soit la qualité des services, à vos services. Il faut le porter politiquement. Et je dois dire que, par exemple, je parlais tout à l'heure des États-Unis, ma collègue Gina Raimondo le portait beaucoup aussi politiquement. Elle a fait aussi un très bon travail. Mais on en parlait souvent entre nous. Ça nécessite d'aller sur le terrain. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je vous donne cette petite anecdote parce que c'est vraiment très important que vraiment d'aller en accompagnement à un niveau politique. Parce que vous savez, ces décisions-là sont des décisions très lourdes. Quand je parle des investissements, c'est plusieurs milliards, voire dizaines de milliards. Donc, quelle que soit la qualité de ceux qui représentent les administrations dont nous avons la responsabilité, le temps des mandats que nous occupons, qui est un temps très court. Si jamais vous mettez en face uniquement ces femmes et ces hommes qui sont de très grande qualité, moi j'étais patron aussi. C'est pas la même chose que si vous avez le politique qui est en face. Et donc il faut cette double culture, oui, il faut ce leadership-là, je vous le dis sincèrement. Et quand on envoie effectivement des femmes et des hommes dans ces responsabilités, il faut aussi savoir parler ce langage-là, pas que celui-là. Mais vous me citez un exemple qui est un exemple particulier, qui nécessite beaucoup de technicité, qui nécessite peut-être un peu de connaissance aussi du secteur, et qui nécessite la capacité à la fin de quoi? Pas de convaincre que précisément vous avez créé un écosystème, vous avez employé le mot, qui est un écosystème qui va leur être à la fin favorable, parce que c'est quand même évidemment ceux qui vont regarder, et je le redis, ça ne tombe pas du ciel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en permanence, vous savez, être à côté d'eux. Et tant que la décision n'est pas finie, etc., c'est une décision, vous savez, on connaît ça quand on est dans l'entreprise. Hein. Tant que le contrat n'est pas signé, il faut être là, il faut être là, il faut être là, et être là, et être là. On ne peut pas gérer ces problèmes-là uniquement avec une vision purement administrative, monsieur le député. Merci, madame la rapporteure. Alors, je ne sais pas ce qu'on mettrait dans le Chip Act 2, ça, je n'ai pas la moindre idée. Peut-être l'obligation de leadership. Merci, monsieur le Président. Alors, je vais complètement changer de sujet pour revenir sur la mise en œuvre DSA, DMA, mais aussi RGPD. Vous avez évoqué le rôle particulier de l'Irlande, qui aujourd'hui est très clairement une porte d'entrée des GAFAM vers l'Union européenne. Il y a effectivement dans la réglementation européenne une logique, notamment du pays d'origine. Est-ce que globalement vous pensez qu'il faut revenir ou pas sur cette logique-là et sur la place particulière de l'Irlande? Est-ce que vous convergez dans cette analyse qu'aujourd'hui peut-être que l'Irlande a une vision très permissive, ce que j'ai cru comprendre dans vos propos, et est-ce que dans ces cas-là, il faut plutôt renforcer le rôle d'un régulateur européen? Si ce n'est pas le cas, est-ce que la France a, tout en respectant le cadre européen, des outils qu'elle pourrait utiliser?
D'abord, sur tous les règlements dont j'ai parlé, il n'y a plus de... Il reste sur le RGPD. Sur les autres, vous installez où vous voulez, vous avez la même réglementation, c'est pareil. Donc c'est fini, ça on a fini. Là, on a appris. Reste la RGPD. Et là, je vais vous dire les choses comme je les pense. Bon, la RGPD, ça a été la première fois. Au moins, on avait mis l'accent sur le fait qu'on voyait effectivement que nos données étaient utilisées. Certains vont même utiliser le terme de piller pour précisément nourrir précisément les services qu'on allait ensuite nous soit vendre, soit nous imposer, soit nous proposer contre l'échange de nos données qui étaient générées par la consultation des services qui étaient effectués. Très bien. La logique, encore une fois, biface. Alors ça a eu le mérite, enfin, encore une fois, de mettre l'accent auprès de nos compatriotes et de nos concitoyens européens sur le fait que les données ont de la valeur, une valeur marchande. Mais force est de constater que l'application est tellement lourde, parce que ça on l'a laissé évidemment à la main de ceux qui les proposaient, que quand on a la recherche, l'accès aux services et médias, et qu'on est dans un monde de l'instant, on veut tout de suite dans l'espace informationnel. Dans l'espace informationnel, il n'y a ni distance physique, ni distance temporelle. C'est ce qui le caractérise, y compris avec celui avec lequel vous interagissez. La suppression des distances. Bon, vous ne pouvez pas vous permettre de relire l'ensemble des éléments, de revoir ensuite, si jamais vous dites non, je ne veux pas que mes données, je ne veux pas voir les cookies, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire, etc. Tout le monde dit oui, et tout le monde donne ses données. Donc oui, l'application de la RGPD aujourd'hui, telle qu'elle est faite, qui avait été, alors là, sur laquelle on a du recul, pourrait sans doute nécessiter, de façon positive, encore une fois avec un regard positif, parce que c'est encore une fois une loi qui a été très positive. C'est vraiment, c'est quelque chose, nos données personnelles, c'est quelque chose, par définition, reste dans le mot, hein, c'est personnel. Donc il faut qu'on le préserve, il faut qu'on le garde, il faut qu'on sache qu'on en fait, il faut qu'on sache comment on le monétise et contre quoi. Donc ça nécessiterait, là, me semble-t-il, alors là pour le coup, oui, avant de parler de loi omnibus sur les 5 actes dont j'ai parlé, ça peut-être qu'une loi omnibus sur les RGPD, je crois qu'on en discute, serait à mon avis la bienvenue, pour précisément, alors là pour le coup, en simplifier l'usage et le rendre plus efficace pour l'utilisateur final que nous sommes. Alors, je vous remercie, mais alors, je suis désolée, ce n'était pas ma question, parce que ma question était portée sur l'Irlande et le statut de l'Irlande, donc j'aimerais quand même vous entendre la question de l'Irlande. Deuxièmement, effectivement, on a un omnibus, dans le cadre de l'omnibus, on touche effectivement pas au DSA, pas au DMA, mais on touche à l'IA Act et potentiellement au RGPD. Alors, on a plusieurs alertes sur le fait que ça ne viendrait pas simplifier, notamment pour les TPE, PME. Par contre, on a une redéfinition des données personnelles qui sont à ce stade assez dangereuses, parce qu'elles ne permettraient pas aux données personnelles, justement, d'être protégées. Alors, d'abord, bon, sur l'Irlande, l'Irlande va jouer un rôle beaucoup moindre qu'avant, puisque maintenant, par définition, dans le cadre de ce qu'on a parlé, l'Irlande se normalise. Et du reste, je veux dire, alors, je ne sais pas comment ça évolue, mais moi, dans toutes les discussions que j'ai faites, j'avais avant, l'Irlande a évolué. Vous avez raison, aujourd'hui, on parle essentiellement de la RGPD, on va voir ce qu'il y a, et de l'AI Act. Alors l'AI Act, lui, c'est encore plus paradoxal, parce qu'il n'est pratiquement pas encore rentré en vigueur. Il est rentré en vigueur depuis le 2 février, et par tranche, puisqu'il doit rentrer par tranche jusqu'en 2030. Donc là, on voit bien qu'on est quand même dans quelque chose qui est plutôt plus idéologique que fonctionnel. Mais j'ai quand même mentionné le DSA, etc., parce que je sais qu'il y a des velléités, donc ce faisant, j'attire votre attention fortement sur ces questions, car elles ne sont pas tranchées à l'heure où on parle, me semble-t-il, mais vous avez peut-être plus d'informations que moi, puisque je m'interdis d'en avoir. Donc voilà, donc sur l'Irlande, je serais peut-être plus moins inquiet aujourd'hui, parce que précisément ces lois fondamentales dont je viens de parler, elles n'ont plus aucun intérêt à aller s'installer dans un pays plutôt qu'un autre, puisque tous vont appliquer la loi avec la régulation avec les mêmes normes. Il y a aussi un board, comme vous savez, qui coordonne et contrôle l'ensemble de l'activité de tous les régulateurs. Donc je pense que là, on a pris des dispositions qui me semblent répondre à la question. Reste la RGPD, voilà. Et e-privacy, puisque dans l'omnibus, on fusionne e-privacy et le RGPD, ce qui quand même pose un problème. Madame la rapporteure. D'accord avec vous. C'est un sujet, alors vous savez bien de le rappeler, la section 704, hein, je ne sais pas si vous avez la section 704 en ligne de mire, qui est quand même un sujet
majeur, hein, et sur lequel je trouve qu'on est beaucoup trop souple et pas du tout assez exigeant. Et quand mais vraiment, c'est 704 qui autorise l'administration américaine d'aller écouter, regarder tout ce qu'on fait, pour peu qu'on ne soit pas citoyen américain. Depuis 2008. Impact direct, donc, du 11 septembre, Patriot Act, section 704. Section 704 pour laquelle, du reste, comme vous l'avez vu, il y a aussi des discussions désormais qui doivent passer au Congrès, me semble-t-il, dans quelques mois. Là, maintenant, hein, c'est en renouvellement en avril, normalement. En avril, d'accord. C'est en renouvellement, et sur lequel il y a peut-être quelques questions, parce que un certain nombre de parlementaires MAGA se disent qu'ils pourraient peut-être potentiellement être concernés, puisque j'ai compris qu'il y avait des débordements maintenant aussi aux États-Unis, mais on sort de notre champ je pense, de la commission d'enquête qui ne va certainement pas faire d'extraterritorialité, j'imagine. Je vous remercie. Et effectivement, l'alerte sur le DSA, DMA, est une vraie alerte aujourd'hui. Vous avez bien fait de nous en rappeler les bienfaits. Je voudrais revenir peut-être à des propos que vous avez eus sur justement sur l'IA Act. Vous avez exprimé dans le propos liminaire que l'IA Act avait été critiqué, notamment en France. Vous avez dit que vous respectez tous les avis, mais que ces personnes qui avaient fait des critiques, vous les connaissiez bien. Et qu'ils étaient peut-être proches des Américains. Alors nous n'avons pas la chance de les connaître, donc ma question sera assez simple. Qui sont-ils et pour vous, quels intérêts servaient-ils? Merci de cette question, mais je ne faisais que citer le rôle des très grands agents qui ont évidemment quoi ? À la fois des moyens très importants et des capacités de data center très importantes, et des capacités de puissance de calcul aussi très importantes. Bon, tout le monde connaît le rôle que Microsoft a joué et joue avec OpenAI en particulier. Microsoft le joue sans doute avec d'autres. Voilà, mais je n'en dirai pas plus, mais on voit bien, encore une fois, qu'il y a effectivement... aujourd'hui, une vision extraordinairement, comment dirais-je, précise, attentive de ce qui se passe en France et en Europe de façon générale sur ces questions. Et je pense que là, il ne faut pas qu'on soit, naïf, voilà. Juste une question de géopolitique. Est-ce que le conflit au Moyen-Orient aujourd'hui pose un problème en termes de financement des différents investissements qui ont été promis à la France et à l'Europe au titre de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est selon vous une alerte qu'il faut avoir? Monsieur le Président, je me demande si vous avez vu une petite tribune que j'ai faite dans les Échos avant-hier. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, je me permettrai de vous la remettre, puis c'est effectivement ce que je me permettais d'évoquer. Alors, c'est une réflexion d'anticipation. Mais quand on est dans ces réflexions, il faut évidemment en permanence être en anticipation. Et je faisais allusion dans cette tribune, donc publiée lundi matin dans le journal, dans le quotidien Les Échos, à un sujet qui me semble très important. Alors on sort un petit peu du champ de la discussion, mais pas complètement. Et je vais rejoindre parce qu'on est sur l'intelligence artificielle et son financement, on est dans le cœur du problème. Je faisais référence à ce qui me semble être important, c'est-à-dire aujourd'hui des signaux qu'on peut commencer à avoir quelques inquiétudes sur une crise de crédit, notamment du crédit privé. Alors je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais il y a beaucoup de signaux qui disent que on a des crédits privés, hein, c'est tout simplement le fait que beaucoup d'entreprises, normalement, c'est les banques qui font du crédit, ou les mises en bourse, les augmentations de capital, enfin voilà. Mais il y a beaucoup d'activités qui sont notamment liées à l'activité de l'intelligence artificielle, où on a des entreprises qui se sont lancées dans des investissements absolument considérables, notamment en matière d'infrastructure et en matière de data center, de stockage de données, etc., voire de capacité de calcul pour entraîner tout ça. Et c'est sur du très long terme, des investissements qui se chiffrent en centaines de milliards, avec des modèles économiques qui sont encore, pour beaucoup d'entre eux, voire la quasi-totalité, assez incertains, hein, donc par rapport au montant des infrastructures nécessaires, ne serait-ce que pour
avoir la capacité de stockage et l'entraînement donc, de ces données, de ce patrimoine informationnel dont je parlais tout à l'heure, qui est, plus il est localisé, plus il est en accès rapide avec des supercalculateurs, y compris Exascale, plus on a la capacité de réponse et donc l'usage des services d'intelligence artificielle. Mais tout ça nécessite des investissements qui ont vu fleurir un certain nombre de capacités d'investissement sur du crédit privé, des véhicules spéciaux, on dit dans le jargon SPV, hein, qui vont avoir leur propre dynamique, souvent du reste financés par des fonds de private equity, qui vont derrière dire, ben voilà, je vous finance pour tant de milliards ou tant de dizaines de milliards une énorme infrastructure. Ce n'est pas porté dans votre bilan, c'est à côté. On va donc quelque part le gager. Et puis derrière, vous allez générer des flux et on va avoir une rémunération pendant 10 ans, pendant 15 ans, et qui permet de financer l'intégralité, comme on dit dans notre jargon, off-balance sheet, c'est-à-dire hors du bilan. C'est des investissements privés. C'est un exemple, hein. Mais il y en a beaucoup comme ça. Et ça nécessite évidemment, ça met, alors ceux qui font ça prennent beaucoup moins de précautions que les banques qui ont évidemment des capacités de jugement et des règlements et des covenants, comme on dit, qui sont beaucoup plus stricts, hein, rigoureux par rapport à leurs propres obligations donc d'activité, en particulier pour les grandes banques systémiques. Et ça se développe beaucoup. Donc ça commence à créer une interrogation. Première partie de mes propos. Et la seconde partie, c'est que on a vu effectivement des valorisations dans le monde de l'IA gigantesques. Vous avez bien compris au cours de cette audition que je suis de ceux qui pensent que l'IA va se développer et continuer à apporter beaucoup. Il faut qu'on l'encadre un petit peu, mais ça va nous apporter énormément. C'est le 4e pilier de cette révolution de l'information, donc ça va apporter énormément d'évolution, de progrès. Les conséquences sur l'emploi, il y a des tas de choses dont il faut parler, hein, qui ne sont pas négligeables. Mais sur le progrès que ça apporte, c'est une réalité. Il n'en demeure pas moins que les valorisations purement maintenant IA sont absolument stratosphériques. Et que certains, du reste, le qualifient de bulle. Alors, je reprends les propos qu'ils utilisent. On commence à lire bulle de l'intelligence artificielle, bulle de l'IA, tout simplement parce que c'est supporté par des promesses d'investissement absolument considérables, et des valorisations qui sont sous-tendues par ces promesses d'investissement. On parle de mise en bourse, par exemple, on parlait tout à l'heure d'OpenAI, avec, si j'ai lu ce qui était espéré, on n'est pas loin des 1000 milliards. Je pense que c'est entre 800 milliards et 1000 milliards de valorisation sur des entreprises qui font quelques centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Je ne sais pas exactement où ils en sont aujourd'hui, mais enfin, on voit qu'il y a effectivement une valorisation qui est la caractérisation d'une promesse, mais avec des valorisations qu'on n'a jamais atteintes dans l'histoire humaine sur des objets de cette nature. Et donc, ça veut dire que la promesse, il faut vraiment qu'elle, comme on dit dans notre jargon, qu'elle délivre. Alors c'est aussi sous-tendu par le fait qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites. Et souvenez-vous que, puisque vous m'interrogez sur l'aspect géopolitique, l'un des premiers voyages du président Donald Trump, dès qu'il a été élu, c'était de faire sa première tournée dans les pays du Golfe en particulier. Vous vous souvenez que du reste, le premier pays, je crois me souvenir, c'était l'Arabie Saoudite. Et il est revenu avec un certain nombre de promesses. Et c'était quasiment un peu, voilà, c'était un peu la course. Voilà, c'était 500 milliards ici, 400 milliards là. Et je vais ensuite chez les Émiratis, ensuite je vais au Qatar, et je vais au Bahreïn, et je vais à Koweït. Et chacun d'y aller de ses promesses. Et je vais au Japon aussi, etc. Bon. Et au fond, il y a en gros 2000 milliards de trillions donc de dollars qui ont été promis par ces pays, donc ces monarchies du Golfe. On est évidemment avant la guerre qui a été déclenchée fin février. Et qui sous-tendent, c'est des flux qui sous-tendent évidemment, des promesses de flux qui sous-tendent la valorisation, qui vont venir pour précisément réaliser ces promesses et le financement également de ces actifs dans le processus que j'ai évoqué ultérieurement. Le problème, c'est qu'évidemment, en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est que depuis le déclenchement de la guerre en Iran, il s'est passé quand même des choses. Alors on le voit tous les jours, nous évidemment, on a une répercussion économique pour le prix du gallon, le prix du pétrole, le prix de l'essence, le prix du gasoil, la conséquence évidemment sur l'inflation, la conséquence sur les taux d'intérêt.
Mais il y a aussi pour les pays du Golfe eux-mêmes le fait qu'ils ont été parmi les plus attaqués. Ils ont reçu plus de missiles, on le sait, qu'Israël en particulier. Je pense en particulier aux Émiratis, mais pas que. Et donc il y a beaucoup de dégâts. Il va falloir reconstruire. Il y a eu aussi des dégâts des infrastructures pétrolières elles-mêmes. On peut penser au Qatar, aussi un peu en Arabie Saoudite. Il y a eu donc des dégâts. Il y a eu des pipelines qui ont été très bien. Donc ça veut dire que les promesses de financement, il va falloir peut-être commencer à revenir sur l'essentiel, sur son cœur de métier, si je puis dire, pour ces pays. Il y a deuxièmement le fait que la question qui peut se poser, et qui se pose, on le sait, c'est que quand vous êtes à peu près, ça va faire pratiquement bientôt 2 mois, où vous n'exportez pas, quand vous n'exportez pas d'hydrocarbures, vous n'allez pas en exporter le double dès qu'on va rouvrir le détroit. Hein. C'est du manque à gagner pur. Donc ça veut dire que c'est des déficits purs. C'est des pays qui sont souvent en déficit. Hein. Alors, nous, on connaît les déficits en France. On est très fort. Mais l'Arabie Saoudite est pas mal non plus. Ils sont aussi entre -4, -5. Donc, ça va accroître. Donc, ces capacités d'investissement extérieur, ça veut dire que l'argent, il va falloir être recyclé en priorité par rapport à ce qui se passe localement. 1, du manque à gagner, donc du manque de ressources. 2, des infrastructures. Et puis, il va falloir quand même commencer à y réfléchir. 3, peut-être diversifier les sources d'exportation et plus passer uniquement ou principalement par un détroit qui est une vulnérabilité. 4, il y a l'architecture de sécurité. Et là encore, la confiance. L'ensemble de ces pays du Golfe avaient promis, donc, qui ont promis encore une fois des montants très considérables d'investissement aux États-Unis en pétrodollars. Ils avaient, je dirais, quelque part intermédié en grande partie leur défense aux États-Unis, moyennant quoi une base installée dans la quasi-totalité des pays. Et puis, promesse et achat massif par centaines de milliards de dollars d'équipements militaires américains. On connaît, nous, parce que c'est ce que les 26 États sur 27, en gros, font depuis maintenant plus de 50 ans en Europe. Donc on sait ce que ça veut dire que d'intermédier sa défense avec les risques et le fait qu'il faut changer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça, cette question, elle va se poser. Donc ils vont se poser la question de l'architecture de sécurité. J'ajoute enfin, et ça, puisque vous m'interrogez sur l'aspect géopolitique, un certain nombre de ces pays... J'étais le ministre de Jacques Chirac, comme vous le savez, je suis allé avec lui très souvent dans ces pays-là, et je me souviens qu'il insistait beaucoup sur la fierté que chacun a dans ces pays, et ce qui est normal du reste, et en particulier ceux qui sont dans la tête de l'État, c'est normal. Alors quand on se fait insulter, comme ça a été le cas, je ne vais pas reprendre les termes que j'ai entendus pour notamment l'un des grands dirigeants d'Arabie Saoudite, bon, enfin vous mettez tout ça bout à bout, vous vous dites que vraisemblablement les 2000 milliards, ça va être compliqué de tenir les promesses. Et donc oui, il y a là potentiellement un problème qu'on n'avait pas peut-être vu venir en tant que tel, parce que nous, on est évidemment très focalisés sur les conséquences directes et immédiates qu'on voit, nous. On a tous, beaucoup d'entre nous, une voiture. Moi, j'ai une voiture. Je vais souvent dans la Creuse. Quand je vais dans la Creuse, je vois les prix. Le diesel, qui était l'autre jour, c'était quasiment à 2,50. Hein. Bon, alors, je vais peut-être baisser un peu. Oui. Alors, il n'a pas baissé, je ne sais plus où il en est. Bon, j'ai vu 2,50. Alors ça, je n'avais pas vu depuis longtemps. Hein. Bon, quoi ? Presque à 3. 2,50, oui. Je n'ai pas voulu dire 2,60 parce que... Voilà, mais je n'ai pas vu 3. Mais enfin, 2,50, vous l'avez vu. Ne mettons pas l'inflation sur le carburant tout de suite. Bon, en tout état de cause, ça veut donc dire qu'il y a potentiellement là un sujet à regarder sur ces hyper-valorisations. Mais, tiens, peut-être une nouvelle idée pour une nouvelle commission d'enquête. Voilà, juste, le temps file et donc il faut qu'on arrête. Mais par contre, peut-être que Madame la rapporteure aurait 2 petites questions rapides. 50. Il faut vous appuyer sur votre bouton. Je vous remercie. Effectivement, on arrive à la fin de ce temps d'audition. Peut-être vous avez, dans votre développement, parlé des progrès apportés par l'IA. Alors l'IA, c'est très large. Hein. On voit les progrès qui peuvent être... Vous aviez mentionné l'IA dans le domaine médical sur l'aide-diagnostic qui apporte des éléments. Il y a des IA dans le domaine de l'industrie assez précises. Par contre, sur l'industrie générative, moi, les dernières études, notamment du MIT, que j'ai lues sur les retours sur investissement des entreprises étaient quand même assez peu
positive. Est-ce que vous auriez des références d'études? Moi, ça m'intéresse justement sur ces éléments de progrès de l'IA générative. Et deuxième chose, je reviens sur ma question sur le lobbying, alors que Microsoft ou OpenAI fassent du lobbying en faveur des Américains n'est pas surprenant. Mais si je reprends votre interview que vous avez donnée dans la Tribune le 24 novembre 2023, vous disiez la même chose, hein, vous disiez OpenAI défend ses intérêts particuliers, à la limite ce n'est pas choquant, mais autant que les choses soient dites, je le dis pour tous ceux qui font du lobbying en France, d'où parlez-vous? Pour les intérêts de qui? Donc je vous repose la question, des acteurs français, qu'ils soient économiques ou politiques, ont-ils fait du lobbying contre l'IA Act avant son adoption? Non, mais je vais vous dire les choses comme je l'ai dit. Il n'y a aucun problème à faire du lobbying. Je le dis parce que quand on est effectivement, et en particulier à Bruxelles, vous savez, Bruxelles, vous avez autant de lobbyistes que de journalistes. En gros, entre 1200 et 1300 lobbyistes et 1200 et 1300 journalistes. C'est exactement comme à Washington. Et encore une fois, alors j'aime pas le terme lobbyiste parce que il a une connotation péjorative, mais on sait très bien à qui on a affaire. Et quand les gens viennent vous dire, voilà, et c'est pour ça que, pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure, il faut du leadership. Il vaut mieux connaître un peu ces sujets, parce que si vous n'avez pas de leadership, je veux dire, et que, voilà, on ne peut pas prendre comme argent comptant tout ce qu'on nous dit. Il faut le prendre, bien entendu, en sachant qui parle et pourquoi il parle. Après, ça fait partie de la vie démocratique pour peu que tout soit transparent. Et il faut la transparence. Quel jeu on défend, pourquoi on le défend, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Mais moi, je sais, quand j'ai fait ces actes, tous les 5, là, j'ai ouvert une consultation extraordinairement large avant, et j'ai demandé à tout le monde de venir nous voir et pour nous donner leurs idées. Je l'ai même fait à guichet ouvert. Les entreprises, les ONG, les syndicats, les pays, tout le monde. Et on a fait des consultations pendant plusieurs mois, voire pour certains d'entre eux plusieurs années. Donc cette phase, elle est normale. Après, une fois que je dirais que l'acte est terminé, et qu'ils ont eu le temps de s'exprimer, et que je dirais que le guichet est fermé, et qu'on rentre dans les périodes de trilogue, c'est-à-dire là, il faut respecter quand même le temps démocratique. Et c'est ça ce que j'ai voulu dire, madame. C'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où chacun s'exprime. Il y a un temps où, ensuite, on en tire les conséquences, nous, motivés par le seul intérêt général. Du reste, lorsqu'on est commissaire, puisque c'était mon cas, on va à Luxembourg et on va jurer, un peu comme on le fait ici. Alors, on jure, alors nous, on ne jure pas sur la Bible, comme c'est à Washington, mais on jure sur le traité qu'on oublie, dans l'exercice de ses fonctions, notre pays d'origine, pour ne servir plus que l'intérêt général européen. C'est pas que des mots, c'est un moment très formel et très fort. Et donc, dans cette logique qui est la nôtre, il y a le temps de la consultation, très large, et vraiment à l'écoute. Il y a le temps ensuite de la rédaction. Et là encore, voilà, on va transmettre ensuite au Parlement et au Conseil les textes. Et donc, les lobbies s'exercent dans le temps de consultation, c'est normal. Ils peuvent s'exercer ensuite auprès des parlementaires pour essayer de dire, tiens, là, ça serait bien d'améliorer ci ou ça, parce qu'ils ont des raisons. C'est évidemment, ça se traduit dans certains cas par des amendements. Certains sont bienvenus du reste, d'autres moins. Il faut évidemment que le parlementaire, lui aussi qui est motivé que par l'intérêt général, fasse la discrimination entre tout ça. Mais il y a encore une fois des éléments qui peuvent être pris en considération. S'ils sont suffisamment pertinents, ils sont de toute façon repassés à la moulinette du vote général, qui est le vote général. Mais une fois que le vote général a eu lieu, et qu'il a eu lieu également dans le sein du Conseil, et qu'on est en trilogue, alors là, continuer à faire du lobby, non. Là, c'est uniquement maintenant trouver des concessions et de l'atterrissage entre la position du Conseil, du Sénat, la position du Parlement européen, le Parlement, et trouver un texte finalisé dans le cadre du trilogue. Et c'est vrai que, comme je voyais que certains ne respectaient pas, disons, cette discipline de gouvernance démocratique, je me suis permis de le rappeler très gentiment. Et c'est ce que j'avais fait, me semble-t-il, mais vous me le rappelez, je l'avais oublié, dans le cadre de cette interview. Merci beaucoup. Ah bon, mais il est déjà 5 heures. Bon, merci, monsieur. J'ai une dernière question. Non, mais il reste 4 minutes, et quand même, vous aviez dit... il est 56. Moi, on m'a dit 17 heures. J'entends. Non, mais la question est très simple. Vous avez parlé de transparence. Donc, je rappelle, l'interview est faite
pendant la période du trilogue. On est à quelques jours des derniers arbitrages de l'IA. Vous avez parlé de transparence, vous avez absolument raison. Et donc, c'est un acte de transparence que je vous demande. Vous l'avez dit, des personnes faisaient du lobbying en France. La question, c'est qui? Je continue d'ailleurs la lecture puisqu'il y a des éléments dans cette interview. Et donc, je voudrais confirmation de vos propres propos. La start-up Mistral AI, elle, fait du lobbying, c'est normal. Mais nous ne sommes dupes de rien. Elle défend son business aujourd'hui et non l'intérêt général. Est-ce que vous confirmez ces propos? Et qui faisait le lobbying pour la start-up Mistral AI? Évidemment que je les ai écrits, donc c'était là. Alors qui? Ils étaient plusieurs. Hein. Ils étaient toute une. Donc j'ai plus le nom. Ils étaient toute une. Mais c'est normal encore une fois qu'ils soient là. Mais je disais simplement attention. Là, il y a un temps qui est un temps maintenant où on a entendu tout le monde et il faut laisser maintenant les co-législateurs décider entre eux. Ils étaient plusieurs. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette audition, et en vous remerciant de la disponibilité et d'avoir dépassé un peu le temps prévu de l'audition. Et je suspends la séance. Merci.